Bien. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on démarre cette réunion du comité de ligne. D'abord, merci à toutes et à tous d'avoir répondu à notre invitation pour ce traditionnel et annuel comité de ligne de la ligne 44, qui va nous permettre donc comme chaque année, de faire le point sur un certain nombre de dossiers, d'évolutions, et puis bien entendu, de répondre aux sollicitations, aux questions. On essaiera en tout cas de faire ce qu'on peut pour répondre, et si on n'arrive pas à répondre en direct, on reviendra vers vous, bien entendu, dans les prochains jours. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné par le directeur régional de Gare et Connexion, le directeur régional d'SNCF Réseau, Thomas, qui s'occupe plus particulièrement, le grand horériste de la région Nouvelle-Aquitaine sur ce territoire, et qui s'occupe particulièrement de cette ligne. Hervé Lefebvre, qui est le directeur régional d'SNCF Voyageurs, et Fabien Sutter, qui s'occupe de cette ligne en particulier, enfin entre autres d'ailleurs, parce qu'il n'a pas que cette ligne, et qui pourra répondre utilement aussi à un certain nombre de questions. Alors, comme vous le savez, ces comités de ligne sont un temps d'échange pour faire un petit bilan de l'année écoulée et puis vous dire un petit peu ce qui est prévu pour les prochaines années. Alors, je crois, Anne, que c'est vous qui cliquez. Voilà, je vous remercie. Juste pour recaler un tout petit peu les choses, parce que on est nombreux à pas forcément connaître l'ensemble des rôles et des responsabilités de chacun, pour bien repréciser qui fait quoi, parce que vous avez compris qu'il y avait autour de la table 3 SNCF, donc c'est pour expliquer ce que font les 3 SNCF en l'occurrence. D'abord, expliquer ce que fait la région. Nous, on est autorité organisatrice de mobilité, comme le sont les agglomérations, les métropoles et autres collectivités, qui permet, pour le coup, et qui doit organiser les mobilités sur son territoire de la région, et qui commande, en l'occurrence, le service à SNCF Voyageurs, qui, lui, comme vous le voyez sur le slide, est chargé de faire rouler les trains, de faire l'entretien des trains, entre autres, de contrôler, de vendre les billets. C'est le rôle des SNCF Voyageurs. SNCF Réseau, avec l'État, est donc propriétaire du réseau des trains. C'est eux qui sont censés financer l'ensemble des nouvelles voies, de l'entretien des voies, de tout ce qui se passe sur le réseau ferroviaire français. Et c'est peut-être le plus simple à connaître. Gare et Connexion, comme son nom l'indique, s'occupe des gares, des haltes, de leur entretien et de tous les travaux nécessaires et utiles, même si, en l'occurrence, ils viennent souvent voir la région, j'y reviendrai, pour financer une partie de ces travaux, comme d'ailleurs SNCF Réseau. Juste donc pour la suite, oui, merci Anne. Ça met un petit peu de temps, votre... voilà, vous dire un petit peu quelles sont les relations financières, en fait, entre la région et ces 3 SNCF. Pour faire rouler les trains toute l'année, c'est-à-dire les 740 en ce moment, 730, 740 trains qui circulent tous les jours, toute l'année, il y a une contribution de la région sur le budget régional, vous l'avez compris, qui est de 347 millions d'euros par an, dont 65 millions vont à SNCF Réseau, puisque quand vous avez un train qui circule sur le réseau de Nouvelle-Aquitaine, à chaque fois qu'il y a un train qui circule, on paye des péages, comme on paye d'ailleurs quand on est sur un autoroute, hein, pas sur les routes nationales ou sur les routes départementales, mais en ferroviaire, on paye des péages, 65 millions d'euros. Et sur le réseau, puisque en fait, sur le réseau, on est hors de nos compétences, je le rappelle, c'est compétence État, SNCF Réseau, sauf que quand il y a un problème sur une voie, un ralentissement, une menace de fermeture, en général, on vient voir la région pour dire si vous ne payez pas, on ferme.
Donc, c'est 51 millions d'euros. Et puis, les travaux dans les gares et haltes ferroviaires sur toute la région, c'est 4 millions d'euros. Donc, vous voyez le budget annuel de la région, sachant que les seules recettes de la région, c'est les recettes des usagers, c'est-à-dire ce que vous payez quand vous payez un billet de TER, et vous payez en l'occurrence 24% de la réalité du coût du voyage. Voilà, pour un billet à 100 euros, en fait, nous, on paye tout le reste, et 24 euros sont à votre charge. Vous démultipliez ça avec vos origines-destinations, et vous avez le coût supporté par la région, sachant que les autres autorités de transport, que sont les agglomérations, les métropoles, ont le versement mobilité, qui est financé par les employeurs. La région touche exactement 0 euros, 0 centimes de versement mobilité pour faire rouler plus de trains. Pourtant, on a, sans aucune prétention, on voit bien d'ailleurs, et on y reviendra tout à l'heure, qu'en termes de fréquentation, c'est plutôt quand même du domicile-travail qui, aujourd'hui, est utilisé dans les TER. Ensuite, vous indiquez juste quelques chiffres. Vous allez pouvoir peut-être en retenir un ou deux. Le premier, c'est 90 000 voyageurs par jour sur le réseau TER Nouvelle-Aquitaine. Il faut que vous ayez en tête que ça, c'est le chiffre 2022. Qu'en 2019, on était à 63 000 voyageurs. Voilà, vous les avez là, les chiffres. Je vous passe la période Covid qui correspond à pas grand-chose comme signification. Enfin, retenez une chose, on passe grosso modo en quelques années de 63 000 voyageurs à 90 000. Et pour tout vous dire, les 4 premiers mois de l'année d'ailleurs, ça continue exactement de la même manière. C'est-à-dire que la fréquentation, elle a augmenté de 22% en l'espace de 3 ans. Et on prend à peu près le même chemin sur 2023, ce qui, vous l'imaginez bien, nous oblige à faire un certain nombre de choix, non seulement pour des renforts d'offres, mais aussi et surtout pour avoir évidemment du matériel supplémentaire. Alors, justement, du fait de la fréquentation en hausse, et peut-être il y aura des témoignages de trains un peu suroccupés, on va dire ça comme ça, sur cette ligne 44 qui fait partie des top 5 de la région Nouvelle-Aquitaine en termes de fréquentation. Il faut qu'on augmente le nombre de trains. Donc, on a commandé 15 rames, rejoints d'ailleurs par 3 supplémentaires. Là, on est à 18 rames commandées qui vont arriver malheureusement que en 2025-2026, même si on est en train d'essayer de passer entre 2-3 commandes, mais enfin, c'est pas gagné. On travaille également avec le Ferrocampus de Saintes et la SNCF sur les trains légers qui concernent un certain nombre de lignes qui sont potentiellement aujourd'hui fermées et potentiellement réouvrables demain, notamment avec ces trains légers. Encore faut-il qu'on ait l'assurance de pouvoir les faire rouler sur des voies qui sont en moins bon état que les voies actuelles, encore en moins bon état, on va voir. Et en tout cas, on essaye de trouver ces solutions-là. Et puis, comme vous le savez peut-être, la région a voté il y a maintenant quelques années une feuille de route qui s'appelle Néoterra, tient compte évidemment de la question du changement climatique à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, avec un certain nombre de décisions assez fortes et lourdes, dont celle qui, en l'occurrence, incombe au secteur des transports, à savoir de sortir toute la flotte des cars régionaux et des TER du diesel d'ici à 2030. Ce qui, pour le TER, nous oblige bien évidemment à travailler sur cette décarbonation, alors avec des trains hybrides qui vont permettre déjà de sortir une partie de notre flotte du diesel, des trains à batterie qu'on est en train de finaliser. Les premiers devraient arriver normalement en 2024 et circuler sur un certain nombre de lignes. Et puis, un test qu'on est en train de faire avec un démonstrateur sur le Ferrocampus de Saintes, à savoir des trains au bio-GNV, puisque, vous le savez, en matière de cars régionaux, on en a 5500 qui se promènent tous les jours pour le transport scolaire interurbain. Une grande partie de cette flotte est en train d'être décarbonée grâce au bio-GNV et avec des stations, notamment dans ce département, qui sont ouvertes régulièrement. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi décidé de travailler sur des trains au bio-GNV pour avoir des circuits qui soient beaucoup plus courts en matière d'approvisionnement des TER.
Vous dire ensuite que tout à l'heure, je vous disais, ben voilà, on intervient hors de nos compétences, puisque, en l'occurrence, le réseau ferroviaire n'est pas de la compétence régionale. On a déjà aujourd'hui travaillé depuis 2002 dans le cadre des contrats de plan État-région, puisque pour pouvoir intervenir financièrement, il faut bien un outil, c'est le contrat de plan État-région, puisqu'encore une fois, ce n'est pas notre compétence. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, nous n'avons toujours aucune nouvelle du contrat de plan État-région volet mobilité qui devait démarrer en 2023, puisque le dernier est fini depuis 2022. Si quelqu'un sait où sont les 100 milliards annoncés, on est intéressé pour le savoir, puisque nous, on n'a aucune information en notre possession. Et en tout cas, on n'a même pas commencé la discussion sur le prochain CPER, qui pourtant est ultra urgent, dans le sens où on a des travaux à faire, c'est moins qu'on puisse dire. Nous, de notre côté, on est prêts. Hein. On a signé un protocole dit de desserte fine du territoire en langage plus haut dans le nord de la France, enfin dans la capitale, ça veut dire en gros les petites lignes. Vu de Nouvelle-Aquitaine, c'est nos lignes essentielles, hein, c'est 70% du réseau. Donc le protocole, il est signé 2023-2032. Il est même financé, hein, puisque nous, on a voté une enveloppe de 940 millions d'euros sur un budget d'1,3 milliard, 1,4 milliard de l'époque. Donc aujourd'hui, ça doit être mot compte double, enfin j'exagère, mais pas loin. Et qui veut dire que là, à l'heure où on est en train de se parler, ben, on est toujours sans nouvelles du volet mobilité du CPER qui nous empêche de continuer ces travaux qui sont pourtant ultra nécessaires parce que ici vous avez des ralentissements, ailleurs vous avez des lignes suspendues. Suspendues, ça veut dire fermées. Hein. Vous avez d'autres lignes qui sont gravement malades. Alors on fait ce qu'on peut, on fait des travaux d'urgence, on commande des travaux d'urgence sur crédits régionaux en l'occurrence pour éviter des limitations de vitesse à 40 km/h. En l'occurrence là, vous pouvez y aller en scooter, ce sera peut-être plus vite, mais on essaye justement de travailler à éviter ce type de choses. Je vous disais qu'on a signé un protocole donc dans le cadre du réseau. Vous voyez sur la carte, vous pouvez y aller, que les lignes qui sont en vert sur votre carte, c'est les lignes qui appartiennent à SNCF Réseau et à l'État, dit des lignes structurantes, c'est-à-dire des lignes où la région n'intervient pas. Et les lignes rouges, c'est là où la région intervient. Alors, selon la ligne, ça peut être 40, 60, 70% sur les investissements qui sont nécessaires. Et dans le cadre du protocole, c'est ce que nous avons signé aujourd'hui. Sachant que, vous le savez d'ores et déjà, il y a en plus de ça un investissement quand même relativement important sur l'aménagement ferroviaire au sud de Bordeaux. De quoi on parle? Vous avez tous entendu parler certainement du TGV entre Tours et Bordeaux arrivé en 2017. Pour pouvoir faire circuler ce TGV en direction de Tours, il a fallu en fait faire sauter ce qu'on appelle le bouchon ferroviaire au nord de Bordeaux. C'est-à-dire en fait vous aviez, c'est extrêmement simple, hein, vous n'aviez qu'une voie qui allait à Bordeaux. Pour faire passer du TER, du TGV, du fret, de l'intercité, j'en passais des meilleurs, vous aviez un embouteillage, donc bouchon. On a la même au sud de Bordeaux. Pour envoyer les trains sur Arcachon, Mont-de-Marsan, Dax, Hendaye, Agen, Périgueux, je ne sais d'autres quoi encore. Et tout ça circule sur une voie. Donc il faut faire sauter ce bouchon ferroviaire au sud de Bordeaux, d'où l'aménagement ferroviaire au sud de Bordeaux, qui va démarrer assez rapidement et qui va nous permettre justement de pouvoir envoyer plus de trains au sud de Bordeaux et notamment plus de TER. C'est évidemment l'objectif de la région. Parallèlement à ça, on fait donc des investissements également dans les gares et les haltes TER. On a une convention avec Gares et Connexions. Encore une fois, pour d'une part le schéma d'accessibilité, qui est, vous avez deux schémas d'accessibilité, un schéma d'accessibilité national, ce sont les gares nationales. Vous allez me dire, il n'en reste plus beaucoup en Nouvelle-Aquitaine. Je crois qu'il va en rester qu'une. C'est comme Highlander, non? C'est ça? Deux, pardon, excusez-moi. Donc à la fin, il ne restera certainement plus qu'une, mais enfin pour l'instant, il ne reste plus que deux. Tout le reste est devenu gare régionale par un transfert, comment on pourrait dire ça, magique, de SNCF Voyageurs vers la région. Et à l'arrivée, donc, toutes les gares, il y a un schéma national qui prévoit l'accessibilité des gares.
Donc vous en avez entendu parler parce qu'il y a eu pas mal de travaux sur les gares ici ces dernières années. C'est pas fini, hein, il nous en reste encore une partie à traiter. Et puis vous avez un schéma régional d'accessibilité qui pour le coup est porté par la région et l'État, qui se finit en 2024. Même si on n'a pas fini toutes les gares et haltes depuis le temps qu'il existe, mais en tout cas, on a mis un coup d'accélérateur sur ce schéma régional et qui nécessitera d'être revu d'ailleurs à partir de cette année pour faire une nouvelle feuille de route. On intervient évidemment dans les aménagements des pôles d'échange multimodaux. Je crois qu'il y a eu une inauguration, m'a-t-on dit, pas plus tard que vendredi, c'est ça, Maud? Samedi, pardon, autant pour moi. Non, vendredi, c'était encore ailleurs, c'était à Pau. Perdu, c'était la semaine d'avant. Bon, je m'en mêle les crayons, bref, peu importe, c'était samedi. Et Maud Carouel, ma collègue de vice-présidente de la région, a signalé, j'imagine, mais j'ai aucun doute là-dessus, l'investissement de la région dans ces pôles d'échange multimodaux parce que pour nous, en tout cas, on considère aujourd'hui que c'est véritablement le sens de l'histoire. Les usagers, ils veulent une mobilité sans couture. J'ai tendance à vous dire que peu importe qui s'occupe des cars, des trains, des trucs et des machins, eux, ils veulent un billet pour pouvoir aller d'une origine à une destination. Et c'est en tout cas ce qu'on essaye de poursuivre. J'y reviendrai dans un instant. En tout cas, on continue ces investissements, non seulement dans les gares, mais aussi dans les haltes, avec l'idée selon laquelle aujourd'hui, il y a des haltes ou même des gares qui étaient un peu vieillissantes, on va dire ça comme ça, où les abris voyageurs n'étaient pas terribles, où vous n'aviez pas d'écran pour avoir l'information à quelle heure arrive votre train exactement. Bref, des usages un petit peu plus modernisés, on va dire ça comme ça, et qu'on a donc travaillé avec Gares et Connexions maintenant depuis 2-3 ans. On essaye d'ajouter de plus en plus de gares. Là, on a eu des études sur 45 l'année dernière, donc il va y avoir 45 haltes et gares qui vont être traitées cette année. Il y a des études cette année sur une trentaine de nouvelles gares et haltes qui seront en travaux en 2024. Donc, on essaye d'accélérer un petit peu le mouvement parce que ça fait partie des usages et des services qui nous paraissent extrêmement importants pour que nos concitoyens puissent prendre le train dans les meilleures conditions. La gamme tarifaire, elle a évolué depuis maintenant 3-4 ans. C'est un travail qu'on fait avec SNCF Voyageurs très régulièrement. Je rappelle que le prix des billets est fixé par la région. En ce moment, on entend beaucoup de choses. C'est personne d'autre que la région qui vote le prix des billets. C'est ni SNCF, ni personne d'autre. C'est la région qui vote les tarifs. Et en l'occurrence, on a essayé d'avoir une gamme tarifaire qui certainement peut être encore améliorée, mais on a la faiblesse de penser que ça trouve à peu près son public, vu l'augmentation de la fréquentation, avec des abonnements pour les jeunes et les moins jeunes, des passes escapades pour aller visiter un territoire de la région, la carte plus qui fait, excusez-moi l'expression, un carton, le tarif tribu qui séduit aussi pas mal de gens. Donc voilà, on a une gamme qui trouve sa place et qu'on essaye de rendre encore plus lisible dans les prochaines années. Il y aura une augmentation du prix des billets, puisque là, pour le coup, ça, c'est la région qui l'a décidé. Donc, on assume évidemment ces choix-là. 2% pour les abonnés, 4% pour les billets occasionnels. Alors, pourquoi? Vous allez me dire, vous allez rien me dire d'ailleurs, c'est trop... personne ne me dira c'est pas assez, mais voilà. Mais juste pour vous dire que l'année dernière, en 2022, on a subi de plein fouet, mais enfin, j'ai tendance à vous dire comme tout le monde, hein, qu'on soit particulier, qu'on soit collectivité, association, entreprise, tout le monde l'a subi de la même manière, la hausse des tarifs du gaz, de l'électricité et de l'essence. Pour la région, pour faire court, pour le transport, c'est 35 millions supplémentaires l'année dernière. Par rapport aux chiffres que je vous donnais tout à l'heure. 35 millions, on en prend, allez, pas loin de 98%, 97%, quelque chose dans le goût. Et effectivement, on a fait une augmentation de 2% pour les usagers qu'on fait tous les ans, à part en 2021 lors du Covid, mais tous les ans, on fait 2%. On se refuse à faire un grand soir de l'augmentation avec un 20% d'un coup, un 10, un 15, je ne sais pas combien. On fait 2 chaque année de manière à pouvoir faire en sorte que ce soit soutenable financièrement pour la région.
Et c'est la raison pour laquelle il y aura une augmentation au 1er juillet. Donc, vous avez des exemples de tarifs. Hein. En TER, si vous faites du Marmande à Agen, vous payez 11,9, donc autant dire 12. En voiture, vous payez 16,9, donc autant dire 17. Voilà. Évidemment, si vous comptez la base de 0,27 € du kilomètre, c'est-à-dire qui n'est pas la base avec l'amortissement de la voiture. Je le précise parce que si vous amortissez la voiture, vous êtes à du 0,77 qui ne contient pas, je pense, l'assurance de la voiture, enfin, des choses de ce type-là, et qui ne contient encore moins l'entretien des routes. Je parle devant des élus locaux qui savent combien ça coûte l'entretien d'une route. Nous, on paye l'entretien des voies dans le billet du TER. Dans les routes, jusqu'à preuve du contraire, quand vous circulez en voiture, sauf si vous êtes sur une autoroute, bien entendu, mais sinon, l'entretien des routes, il n'est jamais compté dans le prix au kilomètre. Ce serait utile, je parle à des conseillers départementaux, au hasard, que des conseils départementaux disent, ben voilà combien ça coûte quand vous prenez telle route, l'entretien. Bref, c'est quelque chose quand même de relativement important que de dire qu'aujourd'hui, on a véritablement des tarifs qui sont quand même relativement attractifs. On aura, et vous allez les voir apparaître à partir de l'année prochaine dans les gares, des nouveaux outils pour la distribution. En gros, vous aviez les outils de la SNCF. À partir de l'année prochaine, vous allez avoir les outils de Nouvelle-Aquitaine Mobilité, en l'occurrence Modalis. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à télécharger Modalis ou aller sur le site internet de Modalis. En gros, c'est le calculateur d'itinéraire qui vous dit en vélo, à pied, à cheval, je ne sais, en train, en car, voilà combien de temps vous allez mettre, qu'est-ce qui est dispo, combien ça va vous coûter. Bientôt, vous allez avoir la vente automatique directe et vous aurez en plus, à partir de 2025, la possibilité d'avoir des billets combinés avec des agglomérations. Donc, par exemple, ici, vous aurez le ticket pour Marmande, le ticket de TER, et si vous allez à Bordeaux, par exemple, le ticket de Bordeaux sur la même carte, que ce soit un abonnement ou un ticket. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez utile, parce que tout le monde parle du billet unique. Bon, nous, on va le faire. Je ne vous dis pas qu'on va le faire demain matin, mais on va le faire dans les 2 ans qui viennent, avec des nouveaux outils de distribution qui seront les mêmes dans les réseaux urbains que dans le réseau régional pour les cars ou pour les TER. Mais qu'on essaie de simplifier les choses pour les usagers avec ces outils. Vous avez une nouvelle codification qui est apparue l'an dernier aussi pour les TER, donc linéaire, facilitaire, directaire. En gros, directaire, c'est des trains qui sont directs pour aller prendre des correspondances à tel ou tel endroit. Facilitaire, ça va être les lignes qui vont desservir notamment les abords des agglomérations. Et linéaire, on s'arrête à toutes les gares ou haltes pour desservir l'ensemble du réseau. Pourquoi on a fait ça? Pour que chacun, au bout d'un moment, ça ne va pas se faire en un an, un petit peu de temps, mais comprenne la codification. Il y a les numéros, et puis ensuite, il y a une codification qui apparaît petit à petit, justement, par rapport à ces types de dessertes de l'ensemble de l'offre ferroviaire. On en vient à notre ligne. Pour vous dire que, comme je disais tout à l'heure en introduction, on est sur le top 5 de la région, sur cette ligne 44, puisqu'on a une fréquentation entre Bordeaux, Marmande et Agen d'à peu près 5500 voyageurs par jour, donc ce qui est une très bonne chose, 289 usagers par train en moyenne. Et sur la ligne Bordeaux-Langon, donc sur la partie RER métropolitain, on est à peu plus de 2000 usagers par jour en moyenne sur du lundi au vendredi. Voilà, je vais passer la parole à SNCF Voyageurs pour plus de précision. C'est bon. Merci, Président. Alors, je vais vous présenter les éléments de qualité de service de la ligne pour commencer. Alors, ils sont pas bons. Il faut se le dire, la régularité n'est pas au standard attendu sur la région. Ils étaient pas bons en 2022, ils s'améliorent en 2023, mais en tout cas, on a 13,5% des trains en retard en 2022
c'est élevé et on a une répartition des causes de ces retards qui est assez atypique quand on compare cette ligne aux autres lignes de la région, puisque on a 3 grandes causes de retard qui correspondent à l'organisation qu'a présenté le président Lagrave sur la première diapositive. Il y a les retards qui sont liés à l'exploitant, donc à SNCF Voyageurs, nous. Il y a les retards qui sont liés à SNCF Réseau, le gestionnaire d'infrastructure, et puis il y a les retards externes à la fois à l'exploitant et puis au réseau. Et sur cette ligne, la première cause de retard et de loin, c'est l'externe. Et la moitié des retards, en fait, est liée à l'externe. En 2022, on a notamment une cause qui est ressortie très fortement, ce sont les accidents de personnes. Hein, donc les trains qui malheureusement heurtent des personnes aux abords des voies, alors soit des suicides, soit des accidents. En tout cas, il y a eu un nombre on est monté jusqu'à 13, qu'on ne retrouve pas sur d'autres lignes. On a eu aussi beaucoup d'intrusions d'animaux, avec des chocs, alors soit qu'on touchait des TER directement, soit plus souvent des TGV ou des intercités, mais avec des répercussions sur l'ensemble des trains utilisant la ligne. Et puis on a aussi la cause colis délaissés, soit là aussi sur la ligne elle-même, notamment à Bordeaux, soit parfois dans des gares situées au-delà d'Agen en allant vers Toulouse, voire Narbonne, Nîmes, Montpellier, en tout cas qui ont eu des impacts sur la régularité de nos TER. Donc la moitié des retards liés à des causes externes, 30% des retards liés à l'infrastructure, et notamment au passage à niveau. Donc ça, Jean-Luc Gary en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a de nombreux passages à niveau sur la ligne avec des sujets de fiabilité et qui peuvent entraîner des retards. Et puis enfin, on a 10% des retards qui sont liés à TER. Et chez nous, c'est principalement des retards liés à la fiabilité de nos rames. C'est-à-dire qu'une rame qui tombe en panne ou une rame qui a dû rentrer en centre de maintenance et qui ne peut pas faire les trains, ça crée du retard, voire de la suppression. Et les 10% restants, en fait, c'est là aussi une particularité de la ligne, ils sont liés aux autres entreprises ferroviaires que TER. J'ai cité TGV et Intercité tout à l'heure, mais on a aussi une ligne qui est parcourue par des trains de fret, une ligne qui est parcourue par des trains aux vitesses de croisière très différentes. Et donc, on a un impact fort à hauteur de 10% des autres utilisateurs de la ligne qui impactent les TER. Voilà, donc une qualité de service qui, en régularité, est nettement en dessous des standards régionaux et en suppression qui est un petit peu meilleure, mais avec un taux de suppression quand même de 1,9% pour les premiers mois de 2023. Alors sur cette diapositive, on voit l'évolution de la fréquentation de la ligne 44. Et alors là, on illustre complètement ce qu'a dit le président Lagrave en parlant des plus 22%. C'est une ligne qui est en forte croissance. Hein, vous voyez la ligne jaune en haut, c'est 2022 et en dessous 2021. C'est une ligne qui tutoie, vous disiez, le top 5, mais elle est deuxième et si elle continue comme ça, elle va finir première. La première, c'est Bordeaux-Arcachon. Donc très forte croissance, avec quand même une différence, on l'a vu aussi dans la présentation du nombre de voyageurs quotidiens, une grande différence entre les trains Bordeaux-Marmande, Bordeaux-Agen et les trains Bordeaux-Langon. C'est-à-dire que les trains Bordeaux-Marmande et Bordeaux-Agen sont beaucoup plus utilisés que les trains Bordeaux-Langon. Parce qu'ils ont des temps de parcours plus faibles pour ce qui est des gares desservies entre Bordeaux et Langon, et puis parce qu'on a de plus en plus de voyageurs au départ des gares situées entre Agen et Langon, et notamment où on est ici ce soir à Marmande. Voilà, donc une hausse de trafic importante, de plus en plus de voyageurs, et surtout de plus en plus de voyageurs fréquents. Vous voyez, 57% de voyageurs occasionnels et 43% d'abonnés. Quand on compare ces statistiques au reste de la région, 43% d'abonnés, c'est élevé. Hein, donc ça, c'est aussi un élément qui nous oblige. On est de plus en plus utilisé par des voyageurs qui utilisent le train pour aller travailler, pour se rendre sur leur lieu d'études, en tout cas qui ont absolument besoin du train dans leur vie quotidienne. Voilà, donc c'est un élément aussi important, de plus en plus de voyageurs et de plus en plus de voyageurs fréquents. Merci. On va passer donc à SNCF Réseau pour les travaux qui sont prévus, monsieur le directeur. Oui, on revient après sur la qualité de service, peut-être. Vous faites comme vous voulez. Allez-y sur la qualité de service. Je ne veux pas perturber non, mais vous perturbez le déroulement de la réunion. Allez-y. Non, simplement peut-être un mot.
Oui, on est en difficulté sur cette ligne. On a été notamment très impacté, très touché par les fortes chaleurs l'an dernier sur la signalisation et sur les passages à niveau. Alors, on n'est pas resté les bras ballants. On est intervenu sur la caténaire. C'est un peu technique, mais si vous voulez, jusqu'à maintenant, on avait une caténaire, ce qu'on appelle régulée, à 37 degrés, 35 degrés, je ne sais plus exactement, enfin dans ces eaux-là. On l'a remontée à 45 degrés, comme partout ailleurs d'ailleurs, en France, enfin en Nouvelle-Aquitaine en tout cas. Ce qui fait qu'on l'a retendu, on a tiré de nouveaux fils, on a travaillé sur la caténaire depuis l'été dernier pour la rendre plus robuste, hein, je fais simple, aux fortes chaleurs, plus résiliente aux fortes chaleurs. Ça, c'est la première chose. Sur les passages à niveau, on a fait quelque chose de tout bête, alors on va voir si ça produit des effets, mais on s'est aperçu que nos guérites qui abritent les installations je dirais, régulent les passages à niveau, et notamment qui comportent un peu d'électronique, sont évidemment excessivement sensibles aux fortes chaleurs. Du coup, on a réalisé des tests et on les a peints en blanc. On s'est aperçu qu'entre une guérite normale et une guérite peinte en blanc, il y avait 10 degrés d'écart. Donc, on espère faire baisser la température dans les guérites et éviter un certain nombre d'incidents. On n'a pas fait que ça. Les passages à niveau dont les composants étaient les plus, je dirais, fragiles, voire en voie d'obsolescence, ont été changés sur la section entre Bordeaux et Agen. Voilà ce que je voulais ajouter sur la qualité de service. Pour vous donner une idée, les travaux ça fait la transition avec les travaux du coup, les travaux de régénération sur cette ligne-là, sans compter la maintenance, c'est à peu près 100 millions d'euros par an. Voilà, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, vous en avez beaucoup eu, mais c'est 100 millions d'euros par an à peu près sur Bordeaux-Toulouse. Hein, je prends l'ensemble de l'axe, je ne m'arrête pas à la frontière, mais c'est 100 millions d'euros par an. C'est la moitié, un peu plus de la moitié en Nouvelle-Aquitaine, quoi. Donc on ne fait pas rien, loin de là. Sur les travaux, ce qu'il faut retenir pour être bref, donc je vous ai dit beaucoup de travaux. Alors la maintenance sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, c'est 200 millions à peu près, entre 150 et 200 millions d'euros par an. Sur cette ligne, je n'ai pas le chiffre, mais vous voyez, vous faites une règle de 3, vous pouvez y arriver. C'est un peu plus que de 20 millions peut-être d'euros par an, je n'ai pas le chiffre exact, 30 millions. Mais vous voyez, ça représente quelques euros tout de même. Et ça se traduit par les travaux que vous avez là, beaucoup de travaux tout au long de l'année, qui sont transparents pour l'usager pour la plupart. Hein, c'est-à-dire c'est de nuit ou c'est dans ce qu'on appelle des fenêtres génériques de jour où on a des périodes, des pas de maintenance, des heures, 2-3 heures, durant lesquelles les trains ne circulent pas et durant lesquelles les équipes peuvent intervenir pour faire de la maintenance régulière quotidienne de la voie, de la caténaire ou autre. On a de gros travaux, c'est là-dessus que je veux attirer votre attention. D'ailleurs, plutôt en 2024, à partir de 2024 que de 2023, on va commencer, Renaud Lagrave y a fait référence, les travaux relatifs aux aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, qui sont des travaux massifs, hein, c'est une dizaine d'années de travaux, hein, à partir de 2024 jusqu'en 2032. En gros, la mise en service est prévue en 2032. Donc 8 ans de travaux lourds et qui vont avoir des conséquences, y compris pour les usagers de cette ligne-là. Et ça démarre, alors ça démarre en 2023 avec beaucoup de travaux préparatoires, quelques opérations coup de poing, c'est-à-dire des week-ends durant lesquels on interrompt la circulation, mais pas énormément en 2023, avec des périodes courtes en plus, je crois que c'est 10 heures au maximum, peut-être un petit peu plus, mais c'est à partir de 2024 que véritablement les choses sérieuses commencent, si je puis dire, avec des minutes supplémentaires qui vont être introduites dans les temps de parcours. On allonge donc les temps de parcours progressivement. C'est 3 minutes dans un sens, 2 minutes dans l'autre à partir de 2024. Je ne sais plus dans quel sens, mais enfin, vous voyez, c'est à peu près pareil de toute façon.
Et puis, au-delà de 2024, on passe à 8 minutes sur l'ensemble du trajet Bordeaux-Toulouse. Mais 8 minutes d'un côté, parce que c'est 8 minutes d'un côté dû aux aménagements ferroviaires sud de Bordeaux et 8 minutes de l'autre dû aux aménagements ferroviaires nord de Toulouse. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, si je puis dire, c'est que à partir de 2024, on va avoir un allongement du temps de parcours entre Bordeaux et Toulouse de 20 minutes au total, dû à ces travaux massifs, majeurs, que sont les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse et au sud de Bordeaux, qui ont la même finalité, à la fois le déploiement des RER métropolitains de Bordeaux et de Toulouse, et l'accès à la voie nouvelle, à la ligne nouvelle dans le cadre du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest. Voilà. Donc, c'est, je dirais, la principale cause d'allongement des temps de parcours et d'impact qu'il y aura dans les années à venir sur ce secteur. Merci. Difficile de faire la transition après des travaux aussi importants, même si ça avait été précisé par le président Lagrave. On a effectivement avec la région des travaux de modernisation de gares au travers des conventions gares. Et donc, ce qu'on a souhaité mettre en avant, c'était notamment le fait que l'on mettait de la signalétique ou des abris au niveau de l'Aréole et de Port-Sainte-Marie sur le court terme. Et puis donc, ça a été précisé tout à l'heure également par le président Lagrave sur le fait qu'on équipait ligne par ligne sur on va dire en visibilité pour les voyageurs et les usagers en matière de signalétique, d'abri, etc. Donc ça va continuer sur la ligne. On a sur l'année 2023 une obligation de réponse, on va dire à la loi, puisque la loi d'orientation des mobilités demande à ce qu'un minimum, je parle bien d'un minimum, c'est un minimum de places de vélo soient installées sur des gares. Donc on a précisé sur Bottiran, Sérons, l'Aréole et Langon les places qui allaient être installées cette année. On travaille, c'est pas faire un scoop que de dire qu'on travaille avec les services de la région pour aller au-delà sur l'ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine, parce que un cadre réglementaire et législatif c'est une chose, mais une ambition politique d'ailleurs qui est la vôtre c'est autre chose, et donc on veut aller plus loin avec la région effectivement sur l'équipement de nos gares. Et d'ailleurs, j'ai noté sur le pôle d'échange multimodal que les abris vélos étaient de peut-être trop grande qualité, si j'osais dire, en tout cas de très grande qualité, et donc permettait d'aller bien au-delà d'ailleurs des obligations réglementaires qui étaient les vôtres. Donc encore mes félicitations. On a donc sur Aiguillon des démarrages d'études de pôle d'échange multimodal avec des travaux également de sécurisation des quais. Et je viens de le dire, et on a eu j'ai eu la chance d'être convié à l'inauguration du pôle d'échange multimodal ce samedi. Je le redis devant tout le monde, c'est franchement une très belle réussite, et j'ai eu l'occasion d'insister, je le redis encore, sur le sujet de l'éco-conception qui a été mise en avant et qui est franchement exemplaire de ce point de vue-là, et qui doit normalement amener quelque chose vraiment un plus vers les usagers. Et on évoquait également l'inspiration que ça pouvait nous apporter collectivement pour le futur PEM, pôle d'échange multimodal de Tonins. Alors un gros morceau sur la ligne qui est le slide suivant, mais on en a déjà fait écho, mais c'est un gros morceau parce que, alors même si les investissements ne sont pas à la mesure de ce qui est fait chez nos collègues de SNCF Réseau, c'est quand même 9 millions d'euros qui sont investis en fonds propres par SNCF Gare et Connexion sur la gare d'Agen, où on va complètement rénover la grande halle voyageurs. Donc c'est des travaux de très longue haleine, puisqu'ils ont démarré depuis le mois de mars et ils se finiront. Alors il y a eu des travaux préparatoires, mais on les a vus à partir du mois de mars et ils se finiront en juillet 2024. Donc c'est vraiment un très gros morceau. J'espère que ça donnera satisfaction, et quelque part, à Agen, on pourra considérer que l'ensemble de la gare aura été traité, et on pourra là aussi se féliciter d'avoir relooké complètement cette halle voyageur. Nous avons des travaux de mise en accessibilité de quais qui sont prévus, mais sur un horizon un petit peu plus long. Alors on l'a précisé, on a mis pour Langon 2028-2029, ça paraît long par rapport à de l'accessibilité. On va même dire que c'est la dernière gare de Nouvelle-Aquitaine qui sera réalisée. Alors pourquoi c'est aussi loin ? Parce que nous avons, avec les collègues de SNCF Réseau, finalement, fait converger les calendriers. Langon est prévu à ce stade être la gare origine terminus du RER métropolitain, et donc devrait être complètement remanié. Nous étions prêts, on va dire, côté Gare et Connexion, à faire les travaux plus tôt.
mais derrière, il aurait fallu presque casser ce qui aurait été fait. Donc, on a plutôt fait converger les calendriers pour faire quelque chose de cohérent sur l'horizon de mise en œuvre du RER métropolitain, ce qui nous amène effectivement à l'horizon 2028. Et c'est pour ça qu'on souhaitait le préciser. Et puis, s'il y a des questions sur ce sujet-là, je ne manquerai pas d'y répondre. Mais c'est pour ça qu'on a souhaité en tout cas faire converger, préciser ce calendrier dans cette présentation. Donc Thomas Bernet pour les services de la région. Je vais vous présenter pour terminer les évolutions horaires attendues en 2024. Donc sur l'axe Bordeaux-Agen, tout d'abord, c'est important de le notifier, on est dans une volonté de reconduction et de continuité vis-à-vis des horaires qui sont en place du fait des pratiques des usagers dans la continuité de celle-ci. Juste pour rappel, disons, cette reconduction elle fait suite à un choc d'offres qui avait été réalisé l'an dernier en 2022 du fait de l'application de la démarche Optimetaire où on était à plus 10% grosso modo de dessertes en plus opérées sur cette ligne, avec notamment 7 trains par jour en plus entre Bordeaux et Marmande et 3 prolongés jusqu'à Agen par jour de semaine, des renforts le week-end également. Ça a été indiqué par Jean-Luc Gary, mais en effet, du fait des débuts des travaux, des aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux, il y a quelques impacts sur les temps de parcours, donc 2 minutes dans le sens Bordeaux-Agen et 3 dans le sens inverse. Hors été, ou du fait des Jeux Olympiques, les travaux seront interrompus, mais sur la majorité de l'année, il y aura cet impact-là qui est déjà important, mais qui le sera d'autant plus dans les années à venir. Et les comités des années prochaines seront l'occasion d'échanger notamment sur ce sujet-là, puisque l'impact attendu sera d'autant plus important. Et en nouveauté, disons, sur l'année 2024, du fait du développement du RERM sur l'étoile de Bordeaux, sur Bordeaux-Langon, donc il y aura des renforts d'offres le week-end. C'est le choix qui a été fait pour 2024, où il y a vraiment des creux d'offres qui sont observés aujourd'hui. C'est d'aller chercher notamment le week-end, et du fait des contraintes de travaux au sud de Bordeaux. En semaine, on n'est plus contraint à tout développement d'offres, donc c'est là aussi où on peut aller chercher de nouveaux usages. Donc, ce sera 4 trains en plus le samedi et 3 le dimanche, qui permettront aussi, au-delà de Langon, de décharger les TER régionaux en direction de Marmande et Agen, où on a une vraie observation, même le week-end, d'une occupation importante. Donc voilà, pour rappel, aussi bien dans la salle qu'en distanciel, donc les grilles horaires de 2024 ont été partagées en entrée de salle et sont disponibles sur la plateforme de concertation au besoin. Merci Thomas, merci à toutes et à tous pour les présentations. Et donc maintenant, si vous souhaitez poser des questions, intervenir, c'est le moment, c'est l'instant. Alors normalement, il y a un micro qui doit être à votre disposition. Oui, monsieur. Merci. Donc, Jacques Dumais, je suis élu à Port-Sainte-Marie et référent territoire énergie positive à la communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prissas. Je vous avais déjà interrogé l'année dernière, monsieur Lagrave, sur l'intermodalité. On a une action qui est en cours maintenant de location de VAE sur le territoire de la communauté de communes. Et j'ai remarqué que vous aviez dit qu'il y avait 43% maintenant des usagers qui étaient des abonnés. Donc des gens qui utilisent le train pour essentiellement, peut-être pas uniquement, le trajet domicile et travail. Et donc je reviens sur les garages à vélo. Vous avez évoqué les 4 gares qui sont dans le dispositif, où le dispositif est prévu. Nous, sur la communauté de communes, on a 2 gares, et c'est très important, c'est Guyon et Port-Sainte-Marie. Donc je voulais savoir si, souhaitant intervenir, ou souhaitant avoir ce dispositif chez nous, est-ce qu'on doit aller vers vous? Est-ce que c'est un calendrier qui sera décidé par vous et vous viendrez vers les collectivités pour évoquer tout cela? Voilà, comment est-ce qu'on peut se manifester pour bénéficier de ce service-là? Je vous remercie. Florent, c'est vous là.
Alors peut-être préciser le sujet de la LOM, c'est l'État qui est en ligne, enfin qui est en leader, on va dire, par rapport à l'implantation des vélos effectivement sur le territoire. Donc le maillage territorial en fait était décidé par les services de la préfecture en lien avec les services de l'État en centrale. Donc on va dire que ce maillage-là, il est figé, c'est la loi qui l'a déterminé, donc c'est pas sous cet angle de toute façon. Et puis de toute façon, on va être sur une installation sur le courant de l'année 2023 et 2024. Par contre, votre question, c'est plutôt de voir comment on peut, dans une vision un peu prospective, avoir des échanges autour de l'intermodalité, la multimodalité, autour d'une gare. Alors, je pense que, enfin, de mon point de vue, sur les communes qui sont ou les agglomérations qui peuvent être très en lead sur le sujet, on l'a vu d'ailleurs récemment sur Marmande, et bien évidemment côté SNCF Gare et Connexion, on pourra vous accompagner pour être facilitateur, pour voir quel type d'installation il peut y avoir. Et puis la région peut également intervenir éventuellement avec ses expertises, ses services techniques ou Nouvelle-Aquitaine Mobilité pour également ouvrir, enfin si je puis me permettre, Président, ouvrir également les perspectives pour les territoires. Alors, la réponse dans le cadre de ce que tu as annoncé, effectivement, comme vient de le dire Florent Gang, c'est la LOM, c'est l'État. Bon. Nous, d'une, on a un règlement d'intervention sur les possibilités de garage vélo en gare qui existe, qui est sur étagère, et à votre disposition, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de ça, je crois savoir que vous avez démarré le travail avec la région sur un contrat opérationnel de mobilité, qu'à l'intérieur des actions, ça fait partie des sujets qu'on peut tout à fait traiter et intégrer dans le contrat opérationnel de mobilité. Donc ça, de ce point de vue-là, nous, on sera au rendez-vous. Quant à savoir combien il en faut, on laissera les techniciens se parler et puis discuter des opportunités et ainsi de suite. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je profite de votre question pour dire que, en gros, il y a un sujet de cohabitation des usagers à vélo avec les usagers sans vélo. Bon, je vous le fais court. Nous, on reçoit des lettres à peu près toutes les 2 heures, 3 heures pour nous expliquer qu'il y en a marre des vélos à bord des TER. Et on a les mêmes lettres, un peu plus espacées parce qu'ils sont moins nombreux, avec je voudrais pouvoir rentrer avec mon train dans le TER, avec, bien sûr Renaud, avec mon train sur le vélo, enfin on s'est compris, avec mon vélo dans le train. Bon. Alors, il y a des autorités de transport qui ont décidé d'interdire les vélos à bord. Bon, nous, ce n'est pas notre cas. Jusqu'à aujourd'hui, on arrive tant bien que mal à essayer de trouver des solutions, mais elles ne sont pas satisfaisantes parce que, bon, vous avez compris, on se fait engueuler des deux côtés. Il n'y a pas assez de place pour les vélos d'un côté, puis il n'y a pas assez de place pour les usagers. Bon, nous, notre priorité, pour être très clair, c'est la place aux usagers. Hein. Il faut que, voilà, quand on achète des bestioles là, qui roulent à 14 millions d'euros la bête, c'est pour les usagers. Vous l'imaginez bien. Néanmoins, il y a des places qui sont réservées, maintenant dans la LOM au nombre de 8 à l'intérieur de chaque rame, dont acte, mais ça ne suffit toujours pas sur un certain nombre de lignes. Bon, voilà, pour des raisons évidentes. Donc, le fait de mettre des garages à vélo partout, pour nous, c'est exactement le sens de l'histoire. Pourquoi ? Parce que vous allez dans des pays où le vélo est un petit peu plus utilisé qu'en France. Au hasard, les Pays-Bas. Et vous allez voir les abords des gares des Pays-Bas. Vous voyez, là, ce n'est pas 10 vélos qui sont garés. Hein. C'est 300, 400, 500, 1000. Enfin, il y a des fois, même, c'est sur plusieurs étages. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'usage est ainsi fait que j'ai un vélo quand je vais à ma gare de départ et j'ai un deuxième vélo à ma gare d'arrivée. Alors, tout le monde me dit, oui, mais ça coûte cher, ça coûte cher. Bon, pourquoi ils y arrivent aux Pays-Bas et nous, on n'y arrive pas ? Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'incitation sur ce sujet-là. Mais il va falloir qu'on y arrive, je le pense réellement. Si vous êtes en toute sécurité, enfin vous laissez un vélo en toute sécurité à votre gare de départ sur votre lieu d'habitation et que vous avez un vélo, soit un deuxième vélo, soit un vélo en libre service à la gare d'arrivée, bon, vous n'êtes pas obligé de le prendre à bord du TER, quoi. Alors non seulement c'est un peu moins embêtant à tout point de vue, et puis surtout ça fait plus de place pour les usagers. Donc une fois qu'on s'est dit ça, on est en train de tester entre Angoulême et Royan sur 4 gares et 4 haltes du vélo en libre service.
avec une boîte qui nous a fait ça à pas grand-chose, on va dire ça comme ça, même si on a payé un peu quand même. C'est pour ça que Florent Kang parlait de Nouvelle-Aquitaine Mobilité, parce que c'est eux qui ont mis en place tout ça. Et là, à partir de cet été-là, on va tester, donc il y a entre 10 et 40 vélos selon les haltes et les gares, qui sont en libre service, des vélos électriques, et qui sont tous, vous savez, connectés, machin, tout ça et tout. Donc on va savoir quels sont les usages en direct live. Si ça fonctionne, je vous avoue que ça fait partie des sujets qu'on va essayer d'aborder avec le reste de la région. Mais en tout cas, il faut qu'on ait aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus proactif pour éviter, notamment dans les périodes surchargées, que voilà, les contrôleurs soient obligés de faire un peu de la police, parce que ce n'est pas leur boulot, avec des gens qui sont plus ou moins parfois aimables ou moins aimables, d'un côté et de l'autre. Hein. Je ne vais pas rejeter la faute à l'un ou à l'autre. Mais la vérité, c'est que là, aujourd'hui, il faut qu'on trouve des solutions pour permettre une vraie cohabitation, quoi. Allez-y, madame, ou monsieur, l'un ou l'autre. Merci, monsieur le vice-président, messieurs les directeurs. Juste une première question. Sur la slide juste avant, monsieur Berned, vous aviez présenté donc la gare de la Réole avec un accès handicap. Ça m'interroge, voilà, étant élu donc sur la Réole en particulier. Ça, c'est une première question. Deuxième question, à l'entrée, vous nous avez distribué donc un document en format 3 avec des couleurs et les horaires provisoires, en particulier pour 2024. Il y a une série d'acronymes que je ne comprends pas bien qui se trouvent en haut de cela. Vous comprenez bien qu'au niveau des stratégies locales, ça reste important de bien pouvoir retraduire ce que le Conseil régional et la SNCF pourraient faire pour cette ville-centre de la Réole, d'une communauté des communes relativement importante et vaste. Et ensuite, j'ai retenu, monsieur Kunk, tout à l'heure, le fait que Langon allait être une des dernières gares desservies pour tout ce qui est accessibilité. Ça veut dire que la Réole le sera peut-être avant? C'est une question. Oui, alors pour la codification, en effet, hein, ça peut être légèrement complexe, mais l'idée, c'est quand c'est SF qui figure devant des grilles, ça veut dire sauf. Donc, si c'est SFSD, c'est sauf le week-end, sauf samedi, dimanche. Si c'est SFS, c'est sauf le samedi, etc., etc. Si c'est juste des lettres sans ce SF en préfiguration, c'est le jour où ça circule. Donc, S, c'est samedi, D, c'est dimanche, SD, c'est samedi, dimanche. Mais grosso modo, voilà, les variantes qu'on va avoir, c'est SFSD, c'est du lundi au vendredi, puisque sauf samedi, dimanche. S, c'est samedi, D, c'est dimanche. Q quotidien, pardon, en effet, ça arrive aussi. J'ai réussi à oublier la première question sur la Réole. Est-ce qu'elle est accessible? Alors, par rapport à votre question, j'étais en train de vérifier sur mes penses-bêtes. On n'est pas sur le... il y a deux schémas directeurs qui sont fixés par la loi, qui sont le schéma directeur national d'accessibilité, le schéma directeur régional d'accessibilité. Les chefs de file, selon le nom, sont différents. National, chef de file État, régional, chef de file région. Il y a un certain nombre de critères. Je ne vous les passe pas, je ne vais pas faire une séquence techno, mais il y a un certain nombre de critères qui ont déterminé à un moment donné qu'on ait des gares qui soient éligibles ou pas à un schéma directeur d'accessibilité. On a sur la Nouvelle-Aquitaine, entre le national et le régional, sur la mise en accessibilité, 45 gares sur les 326, dire 25, 26 depuis ce matin. On a 45 gares entre le national et le régional qui sont prévues effectivement être mises en accessibilité par obligation légale, donc soit nationale, soit régionale. Sur la ligne, la Réole ne fait pas partie du schéma directeur d'accessibilité. Donc, alors j'avais mon pense-bête, il s'est éteint, mais là on a effectivement Langon, Marmande, Agen, on avait Tonins et Bordeaux, voilà, fatalement. Donc effectivement sur cette ligne-là, voilà les lignes qui étaient prévues à être mises en accessibilité. Ça c'est sur la séquence du moment. Qui était la séquence légale à l'horizon normalement 2025 ou 2026 selon qu'on était en gare nationale ou régionale. Ça ne veut pas dire que derrière il n'y ait pas une nouvelle dynamique qui soit impulsée pour les mises en accessibilité des gares. Et là je dirais que c'est une volonté aussi nationale. J'ai pas envie de vous couper l'herbe sous le pied, Président, mais je vous ai entendu le dire, je vous en fais la publicité, mais j'ai entendu de visu quand on était en comité de pilotage accessibilité, la région
demander à l'État à ce qu'une nouvelle dynamique soit engagée, effectivement, pour aller au-delà de la dynamique actuelle, pour avoir un maillage territorial qui vienne compléter ce maillage-là. Donc, à ce stade, les discussions ne sont pas lancées. J'entends votre demande, mais pour l'instant, ça n'est pas partie du programme. Allez-y, madame. Oui, bonsoir. Moi, je suis Martine Calzavara. Je suis d'abord une usagère du train et je suis conseillère municipale à Marmande. Moi, je veux simplement évoquer la problématique des correspondances. Parce qu'en fait, moi, j'utilise le train pour la Paris. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, si vous voulez, d'avoir normalement une correspondance avec un TER pour Bordeaux-Marmande. Et il n'y a pas très longtemps, je veux dire, le TGV avait du retard. Donc, demander au contrôleur s'il pouvait attendre un petit peu. Il m'a dit donc que le centre opérationnel régional lui avait dit que non, qu'il partirait à l'heure. Bon, très bien. J'ai donc prié. J'ai prié pour que nous arrivions. Nous sommes arrivés 2 minutes avant le départ du TER Bordeaux-Marmande. Le temps que je descends, il n'avait pas attendu. Donc après, il faut attendre 2 heures. Or, c'est vraiment, je trouve ça fantastique d'avoir ces correspondances, de ne pas faire venir une voiture. Je veux dire, voilà, je trouve que c'est luxueux, c'est vraiment une valeur ajoutée. Donc, est-ce qu'on pourrait assurer ces correspondances et qu'il n'y ait pas, voilà, à 5 minutes près, j'ai entendu qu'il y avait du retard, donc j'imagine que vous voulez améliorer les statistiques. Mais franchement, à quelques minutes près, je trouvais ça vraiment dommage. J'ai fait venir quelqu'un, j'avais un rendez-vous et voilà, sur 2 heures, à 2 heures d'attente, c'était pas possible. C'est surtout ces correspondances-là. Merci. Merci. Alors, en fait, sur ces sujets-là, nos centres opérationnels ont parfois des décisions difficiles à prendre. Alors d'abord, il y a la règle. La règle qui suivent de façon systématique, c'est que la correspondance sera assurée sur le dernier train. C'est-à-dire que le soir, quand on descend de Paris, on a l'assurance que le dernier TER va attendre avant de partir pour Agen. Sur les autres trains, ils vont prendre des décisions en fonction de la conséquence du fait de faire partir le TER en retard au départ de Bordeaux. Et là, vous avez compris qu'il y a un effet boule de neige qui peut être assez redoutable, puisqu'on le disait tout à l'heure, c'est une ligne qui est empruntée par des TER, des TGV, des intercités, des trains de fret. Et donc là, la décision elle va vraiment être prise à partir du retard prévu du TGV et de la conséquence sur la ligne du retard commandé pour le coup du TER. Et donc, si en faisant partir le TER même 2 minutes, et en heure de pointe, on en est là, hein, avec 2 minutes de retard, on peut mettre 5 trains en retard. Là, c'est sûr qu'il ne va pas prendre la décision. C'est peut-être ce qui vous est arrivé quand vous avez vécu l'épisode des 2 minutes. Mais donc, c'est une règle qui, elle, est certaine. Vous avez l'assurance que le dernier train vous attendra. Et après, c'est des décisions qui sont prises au cas par cas et qui sont très pragmatiques, mais qui parfois, nous, en tant que voyageurs, ne correspondent pas à ce qu'on attendait. Juste devant. Alors, le temps que vous posez une question, un petit complément quand même. C'est que logiquement, l'agent commercial train à bord du TGV est censé recenser les voyageurs qui sont en rupture de correspondance du fait du retard du TGV dans lequel ils se trouvent. Et donc, ce recensement amène à un comptage du nombre de personnes en difficulté par rapport au TER et à leur horaire de départ. À partir du moment où le nombre de passagers du TGV qui vont prendre une correspondance du TER sont un nombre supérieur à 10% de la capacité du train, on fait attendre le TER. Voilà. Donc, ce sont des règles en fait appliquées par, comme l'a dit Fabien Sutter, appliquées par notre centre opérationnel qui supervise en fait les circulations en temps réel de l'ensemble de la région de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, ce comptage a sûrement dû être fait par le contrôleur, et donc le nombre de personnes concernées dans votre cas était sûrement insuffisant par rapport à la capacité du train et donc à l'impact sur les voyageurs, on va dire, réguliers du TER que vous auriez dû emprunter. J'espère que des solutions alternatives vous ont été proposées, parce qu'à partir du moment où on ne fait pas attendre le TER, voilà, le train suivant, mais je comprends qu'il y avait 2 heures d'attente, c'est ça, entre les 2 TER. Bon, je pense que là, on aurait pu être plus diligent. Je prends le point pour missionner un taxi en fait pour vous acheminer en fait à Marmande. Mais en tout cas, voilà, c'est nos règles en fait d'arbitrage comme ça se font en temps réel par rapport à des notions de quantité. Logiquement, en fait, on essaie quand même de donner une solution alternative type affrètement de bus ou affrètement de taxi pour acheminer à bon port les voyageurs sans trop d'écart. Bien.
Bonsoir, donc Jacques Billieri, je suis le président de l'agglomération Val-de-Garonne. Tout d'abord, un premier constat, c'est que, tout à l'heure Renaud, tu le disais, il y a eu une augmentation du nombre de trains sur le territoire et forcément, j'avais eu l'occasion de vous remercier, mais je le fais ici aussi dans le comité parce que c'est pour nous très important pour l'ensemble des usagers. Qui prennent ce train. D'autre part, vous le savez, là on a inauguré samedi le pôle d'échange multimodal de Marmande. L'agglomération investit autour de l'intermodalité, autour de tout ce qui touche le train. Et donc demain c'est Tonnes. On a déjà investi sur la partie des quais il y a de ça quelques années sur Marmande et sur Tonnes également. Ce que je vois aujourd'hui avec les travaux liés au bouchon du sud de Bordeaux, effectivement, on risque on aura une détérioration qualitative par les temps des différents trajets. Bien, mais en même temps, on a absolument besoin de faire ces travaux. Donc, ce qui est par contre, pour nous, aujourd'hui inquiétant, on a eu l'occasion, j'ai déjà écrit, la mise en place du RER métropolitain s'arrêtant à Langon, c'est pour demain, on sait qu'on est sur une augmentation du nombre d'usagers. Demain, est-ce qu'on aura une capacité d'avoir des sillons qui permettront de pouvoir augmenter le cadencement, puisque c'est vraiment quelque chose qui est important pour le territoire. Et donc, je sais qu'on ne va pas le projeter, ce n'est pas une projection à quelques années, mais aujourd'hui, si on ne s'en préoccupe pas pour après 2030, on n'y arrivera jamais. Donc, pour nous, il y a une grande inquiétude, une grande préoccupation de se dire, est-ce que nous aurons une capacité d'une amélioration, de l'augmentation du cadencement sur notre territoire, parce qu'on n'aura pas la même stratégie, il faut être très clair, de développement si on a une possibilité, même si, encore une fois, je sais que ce n'est pas dans les 3-4 ans, mais si on a une possibilité d'une augmentation des cadencements, que si on n'a pas cette possibilité-là. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et je sais que, je vois bien les hauteurs d'investissement, c'est énorme, on le voit bien par an, mais la question qui se pose aussi à nous, c'est est-ce qu'il y a des travaux aussi nécessaires sur la ligne après Langon pour améliorer la possibilité du nombre de cadencements. C'est-à-dire qu'au-delà du sillon, je sais aussi qu'il y a certains travaux, je ne connais pas les termes techniques, qui sont nécessaires. Et donc, est-ce que ça aussi, ça fait partie d'un plan pluriannuel d'investissement que vous avez sur le territoire? Nous, on a absolument besoin de se projeter. Nos plans, ils sont un peu à 10-15 ans, donc il faut absolument qu'on sache comment on travaille là-dessus. Et je vous l'avais dit, Monsieur Gary, je le redis ici, nous, si on a cette perspective d'augmentation des cadencements, nous, on est prêt à travailler avec vous aussi sur l'ensemble des voies aujourd'hui où nous avons les routes qui coupent les voies ferrées. Donc, on est prêt à travailler là-dessus. Il faut par contre, contrepartie, c'est pas un échange, mais en contrepartie, il faut absolument qu'en face des passages à niveau, il faut qu'on ait une possibilité, une perspective d'un cadencement qui augmente, parce que à ce moment-là, on peut aussi expliquer à la population qu'on est dans une voie d'amélioration, et donc ça a aussi un certain nombre de contraintes derrière. Alors, oui, il y a déjà des améliorations. Merci de les souligner, Jacques, parce que on est passé, je crois, de mémoire à 33 TER, auxquels se rajoutent 14 intercités, 8 TGV, ce qui fait des belles dessertes sur cette ligne-là. Plus. Non, mais je parle pas que de Marmande, Jacques. Tu me parles de la ligne. Je parle de la ligne. Auquel s'ajoute le fret. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? La ligne, elle commence à être étroite. Tout le monde a joué un petit peu au train électrique un jour, hein, quand vous avez vous rajoutez des trains, et puis à un moment donné, ça passe plus parce que en langage SNCF, il n'y a plus de sillon, c'est-à-dire il n'y a plus d'horaire possible parce que c'est limité. On arrive à ça. On arrive au fait que tout à l'heure, on a évoqué les passages à niveau. Il faut que vous ayez en tête que sur la ligne, il y en a 153. Donc,
Il y en a un tous les, je ne sais pas combien de kilomètres, mais enfin, c'est quand même de l'inédit dans le paysage ferroviaire. Ce qui veut dire que le sujet, il est extrêmement simple. C'est comment on libère des sillons. Enfin, libérer les sillons, c'est la nouvelle voie. Hein. C'est GPSO. Moi, je ne sais pas faire autrement. C'est-à-dire qu'en gros, il y a l'aménagement ferroviaire au sud de Bordeaux qui va nous permettre de sortir plus de trains. Et puis après, avec la nouvelle voie, vous dégagez ce qu'il y a à dégager sur la nouvelle. Et ce qui veut dire que vous récupérez les sillons et le potentiel sur la ligne existante. C'est ça qui est le débat de demain, enfin le débat de demain, le débat d'aujourd'hui, parce que de toute façon c'est aujourd'hui, et qui nous permet effectivement de continuer, parce que c'est pas parce qu'il y a le RER qu'on va arrêter de tirer des trains après. Hein. C'est pas du tout dans la politique de la région. Non mais je te le dis, enfin en tout cas, pardon de te le dire comme ça, mais jusqu'à 2028. Après, le suivant ou la suivante te dira peut-être autre chose. Mais en tout cas, nous, c'est pas du tout notre volonté. Aujourd'hui, on tire les trains et on continuera à tirer les trains au-delà des projets de RER, et c'est évident. Pour en rajouter, effectivement, il faut 3 choses. Qu'il y ait un entretien de la voie. Jean-Luc Gary l'a dit, les travaux, ils continuent, c'est une voie de SNCF. Si c'est aux alentours de 20 à 30 millions par an, on peut quand même estimer que, en tout cas, s'il y a la nouvelle voie demain, ça veut dire que sur la voie ancienne, il y aura aussi la continuité des travaux pour pouvoir l'entretenir pour TER, entre autres, et pour le fret, pourquoi pas, et pour plus de fret, hein, pour être tout à fait clair. Il faut un deuxième sujet, c'est quand même accessoirement que, et je l'ai évoqué tout à l'heure, la région puisse le financer. Moi, j'aime tout le monde, hein, mais si demain matin, on n'a toujours rien en termes de versement mobilité ou autre chose, nous, on prendra ce qu'on nous donne. Hein. Et nous, le choix, il est extrêmement simple en ce moment. Tu peux demander à mes amis conseillers régionaux. En ce moment, c'est le choix entre le ferroviaire, les lycées et le développement économique et la formation. On en est là quand même, avec une baisse des recettes. Toutes les collectivités sont dans le vert, sauf les régions. On prend mais excusez-moi l'expression, mais on prend une branlée historique. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, et surtout le gouvernement. Et on se retrouve dans une situation où on n'a plus de capacité d'autofinancement, et pour pouvoir rajouter un train, c'est la croix et la bannière, parce que c'est des arbitrages budgétaires qui sont terribles. Et demain, rajouter des trains, moi, c'est simple, hein, je te l'ai dit quand on a bouffé ensemble, Jacques, 700 000 € le train à l'année. Bon, ben voilà, moi, si vous me donnez 700 000, je prends 700 000, je vous mets un train. Et aujourd'hui, dans les capacités budgétaires qui sont celles de la région en 2024, je suis incapable de faire plus que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Demain, est-ce qu'on pourra faire plus? Moi, j'espère que oui. Parce que j'ai la faiblesse de penser que quand on est au train à la demi-heure, et encore plus sûrement demain, j'espère, sur les RER ou autres, à les monter au quart d'heure, bon, les gens, ils lâchent la bagnole, quoi. Donc là, on est dans du vrai report modal. On est dans quelque chose qui est extrêmement efficace. Et ça veut dire qu'il y a un moment donné, il faut qu'on puisse avoir les moyens d'avoir cette ambition-là. Moi, je veux bien que tout le monde nous rabatte les oreilles avec le changement climatique, la transition énergétique qui est nécessaire. Nous, on n'en fait pas de PowerPoint, on l'a fait tous les jours. On met des trains supplémentaires tout le temps. On n'investit plus sur les routes, aux grandes dames de beaucoup d'élus dans la région. On met tout sur le ferroviaire, on met le paquet sur le ferroviaire. Et à la fin, là, pour rajouter des trains supplémentaires, aujourd'hui, nous, là, à l'heure où je te parle, qu'est-ce que ce sera dans quelques années? En tout cas, nous, on va tout faire pour qu'il y ait la continuité des travaux et pour qu'on puisse rajouter de l'offre. Ça, c'est clair. Parce qu'il est hors de question, je le dis comme c'est, hein, qu'on lâche des lignes. Alors, moi, je vais expliquer quoi chez moi, à Mont-de-Marsan? Je vais dire, tiens, en fait, on enlève des trains, alors que déjà, moi, j'en ai à peine un quart de ce qu'il y a ici. Ça sera pareil sur le Limousin, sur d'autres territoires. C'est pas entendable. Et c'est pas normal et c'est pas équitable. Donc, il faut qu'on arrive à avoir un aménagement du territoire ferroviaire, à la fois en termes d'infrastructure, en termes de rames, de matériel roulant, et en termes de fréquence. Et aujourd'hui, il faut que tout le monde ait bien ça en tête. Hein. Sur des lignes de Nouvelle-Aquitaine où on a des trous d'offre, non pas de 2 heures, mais de 3 heures. Sans aucune possibilité, ça existe aujourd'hui. Je suis le premier à dire aux usagers dans les comités de ligne, oui, il faut qu'on y travaille. Il faut qu'on y travaille avec quels moyens? Donc,
là, aujourd'hui, je sais bien que la politique, c'est des choix, mais là, nous, on arrive au moment où, si vous voulez, moi, je vous le dis comme c'est, hein, on ne peut pas aujourd'hui sacrifier les travaux qu'on fait, par exemple, dans cet établissement, j'imagine, ou qu'on a déjà fait, ou qu'on va faire, face à d'autres demandes. Je veux dire, c'est l'avenir de nos gamins hein, qui est aussi posé, ou une entreprise qui vient s'installer, ou voilà, tous ces sujets-là, aujourd'hui, sont au cœur des politiques de la région. Malheureusement, aujourd'hui, voilà, s'il n'y a pas de financement supplémentaire, je ne vois pas comment on fera à l'avenir. Mais en tout cas, la volonté, elle est intacte, je te le confirme. Allez-y, madame. Alors, Anne-Laure Gasser, élue à la ville de Marmande, et également usagère abonnée Modalis depuis 2009 et occasionnellement, j'y transporte mon vélo. Donc, toutes ces choses qu'on vient de dire me parlent bien. J'ai plusieurs remarques. Une première sur la qualité de service. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la ponctualité des trains. Dans la qualité pour l'usager, il n'y a pas seulement la question de la ponctualité. Il y a d'autres questions qui sont, d'une part, la saturation des matériels roulants. Sur la ligne dans le sens Marmande-Bordeaux, le matin, à partir de l'Aréole, c'est extrêmement compliqué de trouver une place dans le train. Et à partir de Langon, de s'asseoir, tout simplement. Le soir, les trains sont régulièrement mis à quai à peine 5 minutes avant le départ du train. On est souvent en plus sur la voie, le quai 12-14, qui est en travaux depuis des mois, alors que parfois il y a d'autres quais qui sont libres au même créneau horaire et où on est sur une voie où on est en travaux avec une population dingue sur le train, sur le quai, et pour moi des questions de sécurité qui sont très très limites. Et on a derrière un autre problème en termes de qualité de service, qui est la qualité de l'information. La seule fois où j'ai trouvé que l'information de la SNCF était de qualité, c'était pas sur cette ligne-là, c'était sur le Bordeaux-Limoges, où on a eu un accident de personne et où le personnel a été formidable pour donner de l'information en temps et en heure, de façon régulière à l'ensemble des usagers. Et de l'information réaliste. La plupart du temps, on a des informations qui sont soit inexistantes, soit trop tardives, soit complètement floues, qui sont des sources de stress, d'agacement pour l'ensemble des usagers. Et ça fait partie de la qualité de service aussi. Donc, je crois qu'il y a là-dessus des choses sur lesquelles il faut vraiment travailler. La saturation du matériel roulant. Et sur le matériel roulant, il y a une autre chose en termes de qualité de service. Les matériels, alors, ils ont tous des noms bien particuliers. Vous savez, ceux qui sont là sur 2 niveaux. Réseau de Zen. Voilà. Alors, ils ont peut-être une capacité qui est adaptée, mais ils sont bourrés de défauts. D'abord, ils sont pleins de marches d'escalier. Les personnes qui viennent prendre le train avec des bagages lourds, avec des enfants en poussette, des personnes qui sont avec des difficultés de marche, c'est extrêmement compliqué pour eux. Et on ne peut pas stocker toutes ces personnes-là dans les petits sas d'accueil, ce qui est des conditions pas tout à fait dignes de trajet. Voilà, ça c'est le premier gros défaut, c'est tous ces escaliers dans ces rames. Deuxième défaut, c'est les rangements pour les bagages au-dessus des sièges qui sont avec une faible contenance et en plus qui sont tellement bas que quand on n'y fait pas attention, on se cogne la tête en se levant. Donc ces trains sont pas conçus pour satisfaire aux besoins des usagers. C'est bête, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont été pensés, mais en tout cas pas avec des usagers testeurs. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ils vont rouler encore pendant des années parce que vous n'allez pas les mettre à la casse, ils sont relativement neufs. Mais sur les prochains achats, il va falloir vraiment penser à du matériel qui soit adapté pour les besoins. On n'a pas la place d'y ranger les bagages. Et alors, je ne vous dis pas, le lundi matin et le vendredi soir, avec les étudiants qui partent ou qui reviennent de Bordeaux, c'est ingérable. Et ça fait partie de la qualité de service aussi, de pouvoir voyager dans de bonnes conditions quand que le train soit à l'heure ou pas à l'heure, que le confort dans le transport soit là aussi. Parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui freinent les usagers à prendre le train. Moi, j'ai une fille étudiante qui me dit « je ne veux plus y aller en train à Bordeaux, c'est trop désagréable ». On est dans des conditions qui sont vraiment stressantes et désagréables.
Alors j'essaie de la convaincre dans l'autre sens puisque je suis une convaincue du transport collectif, mais ça doit freiner un paquet de gens, malgré l'augmentation depuis 2009 quand même de la fréquentation qui est plus que notable. Alors, je vais passer la parole à Voyageurs parce que c'est quand même eux qui sont largement plus concernés que moi, mais je vous réponds sur 2 points. Le premier, c'est les 18 rames que j'ai annoncées tout à l'heure. Je ne sais pas si vous étiez arrivé, madame. Voilà. On a commandé 18 rames supplémentaires là, qui vont arriver normalement en 25-26 pour faire face à ça. Donc, pour pouvoir mettre des trains en unités multiples, comme on dit. Bref, là où il n'y a une seule rame, d'en mettre une deuxième, là où on a des trains qui sont suroccupés, pas que sur cette ligne, mais aussi sur cette ligne. Et la deuxième chose, c'est que sur l'information voyageur, je partage votre analyse, que je partage avec SNCF Voyageurs très régulièrement et que je sais les fédérations d'usagers partagent très régulièrement avec SNCF Voyageurs. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de solution miracle, mais il va falloir que ça vienne parce que pour le coup, je pense que vous avez raison de dire que c'est la situation de stress. Si vous savez pas que si vous savez que vous allez avoir 20 minutes de retard, vous savez que vous allez avoir 20 minutes de retard. Bon, très bien. Mais si on vous dit rien, c'est pire que tout. Alors, ça vous est arrivé, ça m'est arrivé. C'est arrivé à, je pense, tous ceux qui prennent les TER, d'être en rade au milieu de... Alors, si vous êtes dans une halte, c'est pas mal. Si vous êtes au milieu du champ, c'est plus compliqué. Mais la vérité, c'est que l'information voyageur, c'est un des... Mais je retiens votre idée d'indicateur autre que la régularité qu'on peut peut-être essayer de travailler avec nos amis de la SNCF. Allez-y, Fabien. Bon, d'abord, je veux dire que oui, effectivement, ces 3 points-là, ils sont importants et ils font partie de la qualité de service. Donc, tout à l'heure, on ne peut pas aussi partager tous les chiffres. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, quand on mesure la satisfaction de nos voyageurs, elle est globalement bonne, sauf sur un point, sur l'information qu'on peut donner dès qu'un train est en retard. Donc là, ce dont je veux vous assurer, c'est que les équipes, moi j'ai 600 personnes sous ma responsabilité, des conducteurs, des chefs de bord, des vendeurs, des agents d'escale. D'abord, voilà, ça on l'a partagé collectivement, s'il y a un point sur lequel il faut qu'on s'améliore, c'est celui-là. Donc il est prioritaire pour nous. Après, j'ai conscience, je viens de recevoir les dernières données sur la mesure de satisfaction client, qu'on n'y est toujours pas, donc il faut qu'on persévère. Mais sachez par exemple que là, on a mis en place un canal direct d'information entre notre centre opérationnel qui est à Bordeaux et qui supervise l'ensemble des lignes de Nouvelle-Aquitaine et chacun de nos agents sur la ligne 44, qui soit chef de bord en mobilité ou vendeur dans une gare, pour que eux-mêmes disposent de l'information la plus fraîche, parce que parfois ils sont en difficulté pour une raison simple, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas l'information. Donc là, on veut vraiment nous améliorer dans notre capacité à pousser rapidement l'information vers eux et pour qu'ils puissent la partager avec vous, y compris quand il s'agit de voilà, stratégie de notre centre opérationnel sur la reprise du trafic. Bon voilà, donc là, j'ai conscience qu'on doit continuer à s'améliorer, mais soyez certaines qu'on y passe beaucoup de temps et on y met beaucoup d'efforts et que les sujets sont compliqués. Sur les mises à quai à Bordeaux, alors là, pareil, l'objectif, c'est pas du tout une mise à quai 5 minutes avant le départ du train, parce que faire ça, c'est prendre le risque de partir en retard d'abord, et puis en plus, c'est du stress, parce que voilà, les voies 12 et 14, on les connaît. Pareil, les voies 12 et 14, si je pouvais les utiliser beaucoup moins, on le ferait. Malheureusement, même si quand on est voyageur sur un quai de la gare de Bordeaux, on a l'impression que tout est vide, mais quand on regarde, nous, l'utilisation et les séquences d'occupation des différentes voies par les différents trains, c'est compliqué. Donc on a besoin de ces voies 12 et 14, et c'est vrai qu'elles sont placées de façon à ce qu'on puisse partir après directement vers Agen. Donc sur cette ligne, on se retrouve à les utiliser beaucoup, mais sachez que moi, ce qu'on demande, nous, c'est de les utiliser que quand on est obligé de le faire. Et sinon, quand on est sur les voies 8, 9, on s'y trouve très bien, et c'est toujours mieux. Mais voilà, donc le standard, c'est plutôt une mise à quai 20 minutes avant, sauf que ça va avec la qualité de production dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand il y a un train qui arrive en retard sur Bordeaux, et ben, du coup, la mise à quai se fait un peu au dernier moment. Donc,
Des fois, c'est des sorties de technicentre. Oui, non, mais des fois, c'est des sorties de technicentre. Mais qui elles-mêmes sont tardives et peuvent être liées au fait que 2 heures avant, il y a une rame qui est rentrée en retard au technicentre et que donc les opérations ont dû se faire. Et je voudrais finir en disant un peu de bien des rames Régio 2N. Parce que, alors je les emprunte moi-même, je me suis déjà cogné aussi en me levant des sièges. Bon, il reste que c'est quand même du matériel d'abord qui est très fiable. Hein, vous avez vu tout à l'heure quand on a évoqué les différentes causes de retard, les causes matérielles sur cette ligne sont beaucoup plus, les causes de mauvaise fiabilité du matériel sont beaucoup plus faibles que sur des lignes où on va utiliser du X72-500 par exemple, comme ça peut être le cas en Limousin. Donc c'est du matériel qui est fiable, c'est du matériel qui a des capacités d'accélération qui sont importantes. Donc quand vous êtes conducteur, pour rattraper du retard, c'est du matériel qui est efficace. Et enfin, c'est du matériel qui répond quand même aux besoins qu'on a spécifiques sur la ligne et sur plusieurs lignes de Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire qu'on a des quais courts. On a plusieurs gares sur la ligne avec des quais particulièrement courts. Et ça permet d'embarquer près de 400 personnes tout en desservant des quais courts. Donc on peut regretter que certains quais soient trop courts, mais en tout cas, c'est un matériel qui, moi, dont je mesure l'efficacité en tant qu'exploitant. Et dont je mesure le fait que les rangements bagages au-dessus des sièges sont peut-être un peu trop étroits en tant que voyageur. Monsieur, allez-y. Oui, bonjour, Thomas Machevet, conseiller municipal de Sainte-Bazeille et usager régulier. Alors, juste, je souhaiterais savoir, avec Monsieur le maire, nous avons écrit il y a quelque temps à l'automne, nous avons rencontré Monsieur Sutter à propos de la desserte de la gare de Sainte-Bazeille, sur l'incohérence qui persiste, et je vois que dans la grille que vous nous proposez, elle n'est pas résorbée, c'est-à-dire qu'on a des demandes pour Agen, on a l'aller le matin, mais on n'a pas le retour le soir, ce qui est complètement ubuesque pour les gens qui veulent l'utiliser. Donc on voudrait savoir un petit peu où ça en est et avoir vraiment une résorption, parce qu'on a quelques sollicitations sur ce sujet-là. Après, sur le sujet en tant qu'usager, effectivement, du renforcement de l'offre jusqu'à Bordeaux, bon, on voit qu'il y a eu un renforcement, mais effectivement, il y a quelques lacunes, on a des trous de 2 heures, effectivement, aussi. Mais le problème, quand on avait eu les réunions il y a 2 ans pour la refonte de la grille horaire, déjà vous voulez supprimer les petites gares en desserte pour mettre plus d'offres, mais la justification c'était aussi l'infrastructure, malgré la desserte, qui ne permet pas d'en mettre plus, parce que le mode de cantonnement entre Langon et Marmande ne permet pas non plus d'envoyer plus de trains par rapport au du bloc automatique lumineux, vu que c'est du BAPR entre Langon et Marmande. Donc, est-ce qu'il va peut-être falloir un jour s'interroger sur changer ce mode de cantonnement pour être plus performant en la matière? Alors après, effectivement, c'est l'État, mais par les CPER, vous avez aussi les moyens d'influencer l'État quand vous négociez avec. Et enfin, une dernière question sur la tarification, où pour les jeunes, je trouve qu'elle est, pour la période estivale, assez regrettable. Il y avait, pendant la période Covid, toutes les régions, vous vous étiez mises d'accord sur le pass TER de France, ça s'appelait. C'était 30 € illimité par mois, juillet-août. C'était vraiment une mesure agréable parce que c'était du pouvoir d'achat, ça favorisait la mobilité, le tourisme et l'économie locale. Là, je ne vois pas de mesure en ce sens. Ou alors vraiment offensif comme en Occitanie où Madame Delgado est assez performante en la matière. Et sur ce pass, j'ai appris qu'en Pays de la Loire, ils reprenaient pour leur compte ce dispositif pour cette période estivale. Donc, où on en est en la matière en tarification. Voilà. Je laisserai Renaud Lagrave exprimer sur la tarification régionale. Je pense qu'il y a quand même des solutions pour les jeunes. On l'a rappelé tout à l'heure, de moins de 28 ans, de voyager avec des tarifs tout à fait pertinents. Vous avez fait allusion donc au pass jeune TER qui existait dans les années 2020 et 2021. C'était une initiative en fait de la SNCF qui a été proposée aux régions et dans un cadre en fait de reconquête et finalement de sortie de la période Covid pour redonner le goût au déplacement, au voyage. Et particulièrement pour les jeunes qui avaient souffert pendant, enfin comme d'autres, mais particulièrement les jeunes, souffert d'une période de confinement pendant 3 mois. Donc c'est une initiative qui a été faite proposée par la SNCF, acceptée par les régions en fait en 2020, acceptée un peu plus difficilement en fait en 2021. Pourquoi ? Parce que c'est pas la SNCF qui est compétente en matière de tarifs.
Et donc, quand on propose un tarif comme ça facile à 29 €, etc., ça vient peut-être mettre en difficulté des tarifs qui existent dans la gamme tarifaire de la région, en l'occurrence Nouvelle-Aquitaine, et donc brouiller le message en fait que la région veut donner, soit en termes de catégories bénéficiaires, soit en termes d'efficacité en fait pour desservir les points qui lui semblent plus intéressants qu'une notion forfaitaire. Donc voilà, ce qui a été décidé par la région depuis 2022, c'est chaque région reprend sa liberté tarifaire et donc reprend ses initiatives en matière de création de titres pour quelles que soient les catégories en fait. Il se trouve qu'en Nouvelle-Aquitaine, vous avez une gamme quand même qui est assez large, à la fois pour une gamme de tarification sociale assez performante, parce qu'on peut les comparer aux autres régions, et aussi pour les jeunes, en fait, le tarif moins de 28 ans est quand même très très performant. On l'a rappelé tout à l'heure, avec des tarifs à 2 €. Donc là-dessus, il y a des choses qui se matérialisent de manière concrète en fait pour les jeunes de la région. Je vais laisser, puisque vous avez l'air très calé sur les notions de cantonnement, de signalisation ferroviaire et de blocs à permissivité restreinte. Je vais laisser mon collègue de réseau vous répondre parce qu'il est largement calé, et en tout cas plus que moi pour vous répondre. Et puis, peut-être qu'avec Renaud Lagrave, on pourra répondre au fait que de Sainte-Bazeille vers Agen, on peut partir le matin, mais on ne peut pas revenir le soir, puisque ça, c'était le début de votre intervention. Mais donc ça, on va peut-être revenir sur la grille. Peut-être Jean-Luc sur la partie... Oui, ça va me permettre peut-être de répondre à Monsieur le Président de la communauté de communes. Sans doute, peut-être un jour, il faudra faire évoluer la signalisation sur la section Agen-Marmande, enfin je ne sais plus exactement, Agen-Langon. Hein. Mais l'essentiel, c'est ce qu'a dit Renaud Lagrave tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, c'est une 3e voie, comme ça a été dit, hein, sur la sortie de Bordeaux jusqu'au débranchement avec la future LGV, hein, et une 4e voie au droit de chaque gare. Hein, ce qui va permettre d'avoir une voie pour les trains omnibus et puis 2 voies rapides pour les autres trains. C'est ça qui est dimensionnant pour l'ensemble du tracé dans un premier temps. Pas encore un train au quart d'heure, je pense, entre Marmande et Bordeaux. Donc voilà, il faut commencer par le commencement. Je pense que les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux sont vraiment dimensionnants pour la desserte, évidemment, jusqu'à Langon, mais au-delà de Langon, jusqu'à Marmande et Agen, hein, parce qu'on va libérer de la capacité en arrivant sur Bordeaux. Vous savez, alors certes, il y a ce problème de cantonnement, il existe, enfin, sur la section, en tout cas, Langon-Agen, mais ce qui est dimensionnant en termes de circulation, c'est pas tant ce qui se passe en ligne que ce qui se passe quand on arrive dans les nœuds ferroviaires. Et c'est le cas sur Bordeaux. Hein, mais c'est le cas dans d'autres nœuds ferroviaires, y compris au niveau de la région. C'est pas forcément des... Vous voyez, Bayonne, par exemple, on a un sujet de dimensionnement, Bayonne, de l'infrastructure pour absorber l'augmentation prévue, l'ambition de desserte qui est affichée. Et à Bordeaux, c'est clair. Bordeaux, si on n'a pas cette 3e voie, on l'aura, puisque les travaux démarrent, je vous l'ai dit, on ne pourrait pas effectivement absorber tout simplement le trafic qui existe aujourd'hui. Hein, on serait dans l'incapacité, enfin le trafic existera demain, et déjà aujourd'hui on est en difficulté. En difficulté sur la sortie de Bordeaux. Hein. Donc il faut absolument qu'on règle ce sujet, il va l'être, ça va prendre un peu de temps, mais c'est un projet ferroviaire majeur, hein, c'est 1 milliard d'euros d'investissement, ça ne se fait pas comme ça. Il faut un peu de temps, mais voilà, et je pense que c'est l'ensemble de la desserte qui va se trouver améliorée, mais après, c'est ce qu'a dit Renaud Lagrave, il y a des sujets de matériel, de disponibilité du matériel, de redéploiement, d'achat, enfin tout ça, ça coûte cher. Alors, juste pour vous répondre, j'ai dit à Monsieur le maire, là, on est en train de regarder la demande, hein, donc Thomas est dessus. Sur les tarifs, donc comme vient de le dire Hervé Lefebvre, on a effectivement un tarif à 2 € pour les billets jeunes. Là, en ce moment, vous avez
20 000 billets à 5 € qui sont disponibles pour toutes celles et ceux qui veulent prendre un billet de TER, et on a les tarifs également à 4 € pour aller-retour pour les billets escapades dont je parlais tout à l'heure en introduction. Alors, j'ai compris, hein, c'est 1 € en Occitanie, bon, il y a 1 € de plus en Nouvelle-Aquitaine. Je pense que ce n'est pas le gros du problème. Le gros du problème, il est extrêmement simple. C'est qu'aujourd'hui, même si on récupère beaucoup d'abonnés, on le voit bien dans la fréquentation, on a de plus en plus d'abonnés, le vrai sujet, il est qu'une immense majorité de nos concitoyens ne savent pas que quand ils prennent un abonnement TER, la moitié est payée par l'employeur. Parce qu'a priori, les employeurs ne le crient pas sur tous les toits et que, a priori, il n'y a pas grand monde qui le sait dans la population. On a fait une petite étude, hein, pour tout vous dire. Et en fait, sur 5000 personnes interrogées, il y en a à peine 7% qui savent que l'employeur peut financer la moitié de leur abonnement mobilité, hein, pas uniquement TER d'ailleurs. Hein. Ça peut être du car, ça peut être je ne sais pas quoi. Donc, ce qui fait que je pense que là, aujourd'hui, à l'occasion de votre question, monsieur, il y a un vrai sujet de connaissance des offres. On n'est peut-être pas assez bon en communication, parce qu'en fait, quand vous faites le calcul après derrière avec votre abonnement, annuel ou mensuel, vous avez le TER à 1 € par jour en Nouvelle-Aquitaine, avec la participation employeur. Donc, après, qu'on me compare ça avec les voitures, les trucs, les machins, les bidules, tout le monde peut me comparer avec tout, c'est imbattable. Ce qui veut dire que, voilà, il faut qu'on fasse un peu plus briller les chromes et qu'on le fasse connaître aux usagers. Monsieur. Bonsoir. Moi, je suis usager plutôt de la portion La Réole-Bordeaux. En fait, c'est après plusieurs questions qui ont été posées sur 2 points précis qui sont les horaires, la fréquence. Vous nous avez expliqué que, bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'était compliqué d'imaginer des augmentations de fréquence, de nouvelles rames, malgré voilà, les investissements que vous êtes en train de faire. Mais pour un petit peu rebondir ce que disait M. Gary, par rapport, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution bête comme repeindre les boîtes en blanc? Visiblement, ça marche. Bah oui, en plus, ça pourrait marcher. Mais je vous avoue que quand il me l'a fait pour la première fois, j'étais comme vous. Hein. Voilà, on est un peu dubitatif, bon, et des fois, ça peut marcher. Visiblement, ça fonctionne. En fait, il y a 2 gros gaps pour prendre le train beaucoup en partant de La Réole. Il y a 2 gros gaps, c'est entre midi et 2 et le train du soir. Les trains entre midi et 2, on n'en a pas. Et le soir, on n'a pas possibilité de rentrer. Et c'est vrai que ça a été notifié aussi au retour d'Agen. Donc, en fait, ces 2 gros problèmes-là, qui sont donc le passage des trains entre midi et 3 ou 4 même heures de l'après-midi, et un dernier départ qui serait plus tardif, est-ce qu'il n'y aurait pas un rééquilibrage possible avec, par exemple, ne serait-ce qu'au départ de Bordeaux, cette ligne F, qui pourrait desservir peut-être un train ou 2 vers Marmande, vers La Réole, au lieu de s'arrêter à Langon, par exemple. Je n'y connais rien en gestion du trafic ferroviaire en Nouvelle-Aquitaine et en technique pure, mais voilà, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution simple? Voilà, le deuxième point, c'était quelque chose de plus anecdotique, mais sur la tarification, on se rend compte en prenant souvent à 2 le train, aujourd'hui, que c'est très limite l'intérêt qu'on y a, ou l'intérêt qu'il n'y a pas de prendre la voiture. Quand je vais tout seul à Bordeaux, c'est sûr, le train est beaucoup plus intéressant, je suis abonné en plus. Voilà. À 2, même avec la carte plus, ça commence à devenir discutable, même si c'est toujours plus intéressant. Si demain, avec les augmentations de 4, puis les années suivantes, d'autres augmentations, on ne sait pas où en sera l'inflation à ce moment-là. Enfin voilà, on ne peut pas faire de spéculation. Mais il ne faudrait pas que ça devienne presque plus intéressant à partir de 2 personnes de prendre la voiture. Voilà. Je comprends. On va essayer de faire gaffe. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est ça les horaires. Attendez, excusez-moi. Voilà, quand je disais c'est notre chef horairiste,
Alors, il n'est pas tout seul, hein, il travaille avec les gens de la SNCF, Fabien notamment. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les horaires et qu'on cale les trains et ainsi de suite. J'y connais rien non plus, hein. Je ne comprends pas le truc, mais je vous dis juste comment, voilà, c'est ce qui me montre. Vous voyez, là, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bon, c'est ça. Est-ce qu'on peut modifier on peut y travailler. On va regarder. Je ne vous dis pas, je vais vous faire une réponse de Normand, ni oui ni non. On va regarder ce qui est possible de faire. Moi, je ne vous garantis rien, mais en tout cas, c'est noté par Thomas. Sur la tarification, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment tout compter. Voilà. Si on compte tout, même à deux, voilà, l'amortissement, le changement des pneus, le truc, le machin. Non mais je vous dis ça, pardon, hein, c'est pas pour vous, monsieur, hein, mais c'est en général. Les gens ont tendance à compter juste le prix de l'essence, quoi. Une bagnole, c'est pas le. Enfin, bon, voilà, tout le monde a à peu près une voiture, enfin, a priori, c'est pas que le prix de l'essence, quoi. Donc, quand vous additionnez le tout, et puis surtout, enfin, pour le coup, vous arrivez, si vous allez à Bordeaux, c'est ça, pour se garer. Joli match. Pour rentrer sur la rocade de Bordeaux, sympathique. Maintenant, quelle que soit l'heure, de toute façon, c'est impossible de passer. Donc bref, tout ça additionné fait qu'il y a plein d'arguments, vous avez raison de le dire, économiques, hein, mais il y a les arguments aussi de tranquillité qui sont quand même un peu aussi, peut-être à mettre un peu aussi dans la balance. Mais j'entends ce que vous dites par rapport au tarif. C'est bien noté. Non, mais c'est aussi à nous de mieux communiquer, je vous confirme, parce que pour le coup, vous voyez, TER à 1 € en Occitanie, nous on fait pareil, mais on ne le dit pas assez fort. Mais bon, ça va venir, on va être meilleur, on va s'améliorer. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Ce sera, excusez-moi, la dernière, il n'y en a plus. Et une dernière après, et après on va s'arrêter là, parce qu'il est moins le quart, il y a l'école demain matin. Allez-y. Donc, je suis habitant du canton de Duras, donc moi, j'ai pas un usage quotidien comme certains ici. Et par rapport aux horaires que vous avez présentés, il me semble qu'il y a un trou ou un manque le week-end, effectivement. J'ai bien noté qu'il y avait 4 trains en plus le samedi et 3 le dimanche, mais qui s'arrêtent à Langon, et je trouve ça un petit peu dommage, donc je fais la remarque. Et puis sinon, bon, par rapport à tout ce que vous avez pu présenter au tout début d'intervention, il y a un gros effort de la région sur l'adaptation à la transition écologique avec la décarbonation en 2030, avec l'intermodalité par exemple, ou l'intervention sur les caténaires dont vous avez parlé aussi. Vous avez aussi dit qu'il y avait un manque, une limite budgétaire de la région. Dans ce cas-là, comment peut-on justifier l'investissement anachronique et pharaonique de la LGV, même si ça dépasse, ça sort un petit peu de la ligne 44. Mais ça sort pas de la ligne 44, hein, contrairement à ce que vous pensez, monsieur, parce que ce que je disais tout à l'heure en réponse par rapport à l'offre ferroviaire sur la ligne 44, pour pouvoir dégager des trains de la ligne 44 et pour pouvoir y mettre des TER, ça veut dire qu'il faut une nouvelle voie. Ça va être très simple, hein, vous savez. Aujourd'hui, le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, donc pharaonique, d'après vos mots, l'autre jour, on était en comité de ligne avec Jean-Luc et Hervé Lefebvre pour parler, on était à Pau. Et en fait, on parlait de la voie Bordeaux-Pau. En quelle année elle a été construite, à votre avis? 1850. La caténaire date de 1930. Je pense qu'à cette époque-là, les gens qui ont construit ça devaient dire, et on peut l'entendre, hein, moi je critique pas, je dis juste, ils ont dû se dire c'est pharaonique. Mais c'était juste une question d'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, GPSO, je suis désolé de vous le dire comme ça, depuis que c'est arrivé à Bordeaux, comme par hasard, hein, les gens à Bordeaux sont ravis d'avoir le TGV pour aller jusqu'à Paris tous les jours. Maintenant, il y a un certain nombre de gens qui habitent le territoire de Bordeaux qui disent non. Il y avait un ministre de l'Éducation qui avait traité les Landais, dont je fais partie, d'Indiens. Vous savez, au sud de Bordeaux, en fait, il n'y a que des Indiens. Non, je vous promets, hein, il y a des habitants partout au sud d'Aquitaine, au nombre d'à peu près 2,5 millions, 3 millions.
Et juste, il y a un tout petit détail technique qui s'appelle l'Espagne, qui demande juste à être raccordée au transport public français, européen en l'occurrence. Eux, ils sont en train de faire les travaux. Vous allez au Pays Basque espagnol, vous allez trouver beaucoup de gens qui sont pour la LGV. Pourquoi? Parce que c'est pas, pardon de le dire comme ça, alors vraiment, il faut juste essayer de relativiser un petit peu les choses. C'est que c'est pas une voie entre Agen et Bordeaux dont on est en train de se parler. Hein. On est en train de parler de Bruxelles-Madrid, Francfort-Madrid, Londres-Madrid. Et vous savez ce qui arrive là au mois de juillet à Bordeaux? Les 3 lignes dont je viens de vous parler. Londres, Francfort, ils arrivent à Bordeaux avec des trains qui vont desservir Bordeaux en grande vitesse depuis Francfort et depuis Londres. Pourquoi il n'y aurait pas la possibilité au sud de Bordeaux d'avoir la même chose? On est des pestiférés, qu'est-ce qu'on a fait? Et alors, aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on parle de cette ligne, même plus que ça, peut-être même plus de 20 ans. Parce que, comment? Ça fait 25 ans, vous voyez, moi j'étais, oui, voilà, ça fait 25 ans, et ça fait 15 ans qu'il y avait des réunions publiques un petit peu partout pour parler de GPSO. Ces sujets sont ainsi faits que ça prend un tel temps, mais après, on le fait pour 1 siècle et demi, peut-être avec les nouvelles technologies, ce sera pour 2, je n'en sais rien. Mais quand vous regardez ce qui s'est passé depuis que la LGV arrive à Bordeaux, excusez du peu, hein, l'aéroport de Périgueux, a priori, est bien fermé, c'est ça? Oui. La navette ferroviaire entre Bordeaux et Paris, ça n'existe plus. A priori, j'ai pas entendu... La navette aérienne, pardon, autant pour moi, entre Bordeaux et Paris, il n'y en a plus parce qu'il y a le TGV. Et a priori, je n'ai pas compris que l'aéroport d'Agen était en grande forme. Donc, quand vous rajoutez tout ça mis bout à bout, vous vous dites grosso modo, moi je veux bien qu'on décarbone ce pays. Et le seul moyen de le décarboner, ça veut dire qu'il faut mettre du train. Et pourquoi les Toulousains auraient uniquement, eux, comme desserte, que l'avion? C'est pareil, c'est le sud-ouest, on a fait quelque chose à quelqu'un, on n'a rien fait à personne. On a juste besoin d'un aménagement du territoire. Je rappelle juste que Strasbourg, la Bretagne, le sud-est, tout le monde est desservi sauf nous. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Parce qu'on est la façade atlantique, parce que on aime bien bouffer, parce que on aime le rugby. C'est quoi le sujet? Non, mais je veux dire, moi qu'on me dise pourquoi on n'aurait pas le droit. Et ce surtout, et ce d'autant plus, que ce serait uniquement, parce que j'entends cet argument, ah oui, mais vous allez faire ça pour les cols blancs. C'est-à-dire, en gros, les attachés caisses avec des costards cravates. Super. Si vous allez juste à la gare de Bordeaux voir la sortie des Ouigo, il y a 1200 personnes qui sortent. Vous trouvez beaucoup de mecs, ou nanas d'ailleurs, sapés comme des milords pour aller faire des réunions. La vérité, c'est que ça s'est complètement démocratisé. Les chiffres qu'il y avait au moment de l'enquête publique pour Bordeaux-Tours, c'était quelques millions de passagers. On a dépassé allègrement les 6, 7. Enfin, ça a pris aujourd'hui, c'est des transports du quotidien, à l'instar de ce qu'il y a. Demain, vous aurez des haltes à Bordeaux, à Agen, à Mont-de-Marsan, à Dax, à Montauban, et donc demain, après-demain, bon, je sais pas moi, peut-être que j'aurai plus mal aux dents, vous irez à Bilbao d'ici en l'espace d'1 heure et demie. Alors, on peut se foutre de Bilbao, c'est vrai, hein, c'est un sujet, mais pensons un peu global, européen, disons-le comme ça. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, il y a une demande qui est là de la part de nos concitoyens, et pas que en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi dans le reste du pays. Allez, la dernière. C'est pas une question. C'est pas une question. Non, c'est juste un petit commentaire. D'abord, merci beaucoup pour cette réunion qui nous apporte beaucoup d'informations, ces comités de ligne. Moi, c'est la première fois que j'y assiste. Je trouve que c'est quand même très, très intéressant et on a besoin d'avoir ces éclairages-là. Donc, ensuite, pour compléter ce que disait Thomas, effectivement, je pense que on a insisté, j'insiste encore, parce que ce retour d'Agen le soir, c'est véritablement quelque chose d'essentiel pour nous, pour Sainte-Bazeille. Mais je voulais simplement préciser aussi que la gare de Sainte-Bazeille, il faut pas, nous, si on défend cette gare, c'est pas simplement parce que c'est la gare de notre commune, c'est parce que depuis le début, on a quand même le sentiment que ça peut devenir une antenne très, très, très utile au pôle multimodal de Marmande. Voilà, parce qu'on est quand même
à proximité. La desserte par les bus de Val-de-Garonne est très directe. Et je pense qu'en dehors des trains du matin et du soir qui nous conviennent parfaitement, hormis ce retour d'Agen, après, on n'a pas grand-chose à demander de plus, si ce n'est qu'on adapterait ce site avec du stationnement, en complément, ce serait complémentaire au pôle multimodal de Marmande, qui sera, avec l'augmentation des usagers, peut-être vite, peut-être pas saturé. Mais enfin, n'empêche que je pense que c'est pas extensible autour de la gare de Marmande, les parkings, c'est pas extensible, c'est pas si facile que ça. Et sur Marmande, sur l'ouest de Marmande, avoir à quelques kilomètres une zone de 40 ou 50 voitures de stationnement, je pense que ça pourrait être intelligent. Voilà, c'est simplement ça que je voulais vous dire. Ça n'appelle pas de réponse. Très bien, c'est bien noté. Bien, eh bien écoutez, la dernière de la dernière là. Une dernière pour faire, je serai assez bref, parce qu'en fait ça concerne un peu nos arrêts à Marmande, mais ça ne concerne pas le TER, ça concerne les intercités. Il y a 4 ans de ça, il y a eu un arbitrage auquel on a participé à Toulouse, où il fallait savoir quelle gare on allait fermer, enfin, quelle gare on n'allait plus avoir d'arrêt, pour qu'on puisse réaliser un parcours Bordeaux-Marseille en 6 heures. Alors que c'était 6h06, donc la solution technique, on stop, on arrête. Forcément, Marmande était la cible de cette suppression, et on est allé défendre ça avec la région Occitanie et avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, bien sûr, parce qu'ils avaient aussi quelques gares qui étaient aussi la cible. Et la région Nouvelle-Aquitaine. Justement, alors la région n'était pas cet arbitrage, et on s'est trouvé, c'est là qu'on s'est trouvé un petit peu démunis, parce qu'on était 2 élus marmandais. J'étais parti avec le sénateur, ce qui était bien, mais c'est vrai que le tronçon de l'Intercité, c'est l'arrêt Marmande et c'est l'arrêt Agen. Donc, on a réussi à faire en sorte que le préfet qui gérait ça a pris en considération notre demande. Mais là, quand j'entends que le parcours va s'allonger de 8 minutes ou plus, je peux entendre aussi que l'Intercité, qui voudra toujours arriver à leur ronde à Marseille, ils reviennent à l'attaque pour supprimer encore des gares où il y a peu de voyageurs intercités, mais qui, chez nous, quand même, comblent des trous d'offres dans la journée. Donc voilà, c'était juste pour dire à la région, soyez vigilants à ça. Alors, j'étais peut-être pas, je ne sais pas si c'était moi qui étais vice-président, mais enfin bon, peu importe. On n'était peut-être pas là présent, mais alors, ce que je peux garantir, ça c'est une certitude, c'est que le président avait écrit 14 000 fois pour dire qu'il fallait garder Marmande. Hein. Voilà. Ça, je me rappelle très bien. Donc, ça, je me rappelle très bien que le président de la région a été intervenu sur le sujet. Voilà, après, par contre, si jamais ça doit revenir sur la table, moi, j'en ai pas entendu parler récemment de cette affaire, mais si ça doit revenir sur la table, on va être vigilant, il n'y a pas de problème. Un point de vigilance, voilà. Pas de souci. Parce que les Occitans ont du poids et Alpes-Provence ont des élus qui pèsent aussi. Oui, mais nous aussi, t'inquiète pas. Bien, merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne fin de soirée et puis à très bientôt.